Mon mari et ma belle-mère m'ont enfermé dehors pendant que j'étais en train d'accoucher et m'ont regardé hurler de douleur sur le porche, implorant de l'aide. Après avoir accouché, j'ai silencieusement changé les serrures, gelé les comptes bancaires. Et leur ai laissé un mot. Le propre de la trahison, c'est qu'elle ne s'annonce jamais avec trompette et fanfare. Elle se glisse chez vous sous les traits de quelqu'un que vous aimez. Et le temps que vous réalisiez ce qui se passe, vous êtes déjà brisé sur le sol. J'ai appuyé mon visage contre la vitre froide de ma propre porte d'entrée. Mon ventre gonflé se contractait sous une nouvelle vague de douleur qui me parcourait la colonne vertébrale comme un feu. La lumière du porche projetait des ombres dures sur mes joues tachées de larmes alors que je regardais mon mari, Julian, rire de quelque chose que sa mère lui chuchotait à l'oreille. Ils étaient assis à notre table de salle à manger, la table en chêne antique de ma grand-mère que j'avais moi-même restaurée, partageant café et pâtisserie comme si c'était un brunch du dimanche et non la nuit où je mettais au monde son enfant. Mon enfant, notre enfant, l'enfant qu'ils avaient enfermé dehors sous la pluie glaciale d'octobre. S'il vous plaît, ai-je murmuré contre la vitre, mon souffle embuant la fenêtre. Une autre contraction m'a frappé et je me suis plié en deux, agrippant le cadre de la porte avec des doigts blanchis. La douleur s'intensifiait, les contractions se rapprochaient. Je devais aller à l'hôpital. J'avais besoin de mon mari. J'avais besoin d'aide. Mais Dorothy, ma belle-mère, a simplement esquissé ce sourire froid et calculateur et a secoué la tête. À travers la vitre étouffée, je pouvais entendre sa voix. Elle a fait son choix quand elle a manqué de respect à cette famille. Laisse-la se débrouiller toute seule. Julian, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'a même pas levé les yeux de son café. C'est à ce moment-là que je suis morte. Pas physiquement, bien que mon corps ait eu l'impression d'essayer. La maligne qui avait cru aux contes de fées et aux fins heureuses, qui avait fait confiance de tout son cœur, qui avait pensé que l'amour pouvait tout conquérir, est morte là, sur ce porche, remplacée par quelque chose de plus dur, quelque chose qui comprenait que la seule personne qui pouvait me sauver, c'était moi-même. 3 heures plus tard, j'ai accouché seul dans une chambre d'hôpital, avec pour seule compagnie une gentille infirmière nommée Ruby qui me tenait la main pendant que je hurlais dans l'obscurité. Ma fille, la belle et parfaite Florence Rose, est venue au monde avec moi seule pour l'accueillir. Pas de père, pas de grand-mère, pas de famille à l'exception de la femme qui s'était battue contre vent et marée pour la ramener saine et sauve à la maison. Mais alors que je berçais ma fille nouveau-née et que je regardais les lumières de la ville par la fenêtre de l'hôpital, je ne pensais plus à l'absence de Julian. Je ne pensais même plus à la douleur. Je pensais au compte bancaire joint. À l'acte de propriété de la maison qui portait aussi mon nom. Au dossier de l'entreprise familiale que j'avais aidé à organiser. Au fonds en fiducie dont Julian ignorait l'existence. Aux petits détails juridiques que Dorothy pensait qu'une simple femme au foyer ne comprendrait pas. Il m'avait enfermé hors de ma propre maison quand j'avais le plus besoin d'eux. Maintenant, j'allais leur rendre l'appareil. Au matin, ils découvriraient à quel point leur cruauté avait été coûteuse. Et le temps qu'ils comprennent ce qui se passait, je serais parti avec leur argent, leur secret et la petite fille que Dorothy ne rencontrerait jamais. Certains disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. J'allais le servir glacé. 6 mois plus tôt, si quelqu'un m'avait dit que je finirais par accoucher seul pendant que mon mari faisait la fête avec sa mère, j'aurais ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était impossible. Julian m'aimait. Nous étions heureux. Nous construisions quelque chose de beau ensemble. Du moins, c'est ce que je me disais chaque matin en me réveillant dans notre chambre parfaitement décorée, dans notre maison victorienne parfaitement restaurée, vivant notre vie parfaitement planifiée. Le matin qui a tout changé a commencé comme n'importe quel autre mercredi. J'étais enceinte de 7 mois, me déplaçant lentement dans notre cuisine ensoleillée pendant que Julian se dépêchait dans sa routine habituelle. Ses cheveux noirs étaient encore en désordre après la nuit, et il portait ce parfum cher que Dorothy lui avait acheté pour Noël. Celui qui faisait brûler mon nez sensible de femme enceinte. Le café est prêt, ai-je dit, en posant sa tasse de voyage sur le comptoir en granit. Le même granit que Dorothy avait insisté pour que nous installions, même si j'avais voulu un plan de travail en bois. Et je t'ai préparé quelques-uns de ces muffins aux myrtilles que tu aimes. Julian a à peine levé les yeux de son téléphone. Merci. Et, maman vient aujourd'hui pour aider avec la chambre du bébé. Elle a des idées pour les couleurs. Ma main s'est instinctivement posée sur mon ventre. Je pensais que nous étions d'accord pour le jaune pastel. C'est déjà peint. Elle pense que le non-genré est limitant. Il a attrapé son café et sa mallette,
tout en faisant défiler ses emails. Elle apporte des échantillons de peinture. Écoute-la, d'accord? Le mépris dans sa voix m'a serré la poitrine. C'était notre bébé, notre chambre d'enfant. Mais d'une manière ou d'une autre, Dorothy avait toujours le dernier mot. Elle avait choisi le lieu de notre mariage, influencé notre recherche de maison, et maintenant elle voulait aussi contrôler la chambre de notre enfant à naître. Julian, j'aime vraiment le jaune. Nous l'avons choisi ensemble, tu te souviens. Il s'est arrêté à la porte de la cuisine, me regardant enfin. Pendant un instant, son expression s'est adoucie, et j'ai vu l'homme dont j'étais tombée amoureuse, celui qui m'apportait des fleurs sans raison, qui me massait les pieds après de longues journées, qui m'avait promis le monde. Malin, tu sais, maman veut juste ce qu'il y a de mieux. Elle a élevé 3 enfants qui ont réussi. Peut-être qu'on devrait faire confiance à son expérience. Et voilà, l'instant était passé. Il m'a embrassé sur le front, un baiser rapide et distrait, et s'est dirigé vers la porte. Je risque d'être en retard ce soir. Grosse présentation pour le comte Xander. La porte d'entrée s'est refermée avec un léger clic, me laissant seul dans notre belle et suffocante maison. Je suis resté longtemps dans la cuisine, à regarder la lumière du matin se déplacer sur le sol en marbre que Dorothy avait jugé plus pratique que le parquet que j'avais voulu. Tout dans cette maison racontait la même histoire. Les opinions de Malin n'avaient pas d'importance. Les rêves de Malin pouvaient être repeints. Malin devait être reconnaissante de ce qu'on lui donnait et cesser d'en demander plus. Mais j'en demandais plus. Je voulais que mon mari me choisisse plutôt que sa mère. Je voulais que notre bébé grandisse dans un foyer où j'avais une voix. Je voulais me sentir à ma place dans ma propre vie. La sonnette a retenti à 10 heures précises. Dorothy Santino n'arrivait jamais en avance ou en retard. La ponctualité n'était qu'une autre façon pour elle de démontrer sa supériorité sur ceux d'entre nous qui avaient du mal avec des choses simples comme la gestion du temps. J'ai ouvert la porte pour la trouver sur notre porche comme si elle en était propriétaire, ce qui, compte tenu de son influence sur Julian, était peut-être le cas. Elle était impeccablement vêtue comme toujours, un manteau en cachemire de couleur crème, un sac à main de créateur et des boucles d'oreilles en perles qui coûtaient probablement plus cher que la plupart des voitures. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon parfait, et ses yeux bleus, de la même teinte que ceux de Julian, ont balayé mon apparence avec une désapprobation à peine dissimulée. « Mataline, ma chérie », a-t-elle dit en m'embrassant sur les 2 joues, le geste aussi chaleureux qu'un matin de janvier. « Fatigué? Tu dors assez? Le stress n'est pas bon pour le bébé. » Et voilà, moins de 10 secondes et elle avait déjà réussi à critiquer mon apparence et à suggérer que j'étais une mauvaise mère. Dorothy Santino était une artiste de l'agression passive. Je vais bien, Dorothy. Juste les trucs normaux de la grossesse. Je me suis écarté pour la laisser entrer, la regardant traverser notre hall d'entrée comme si elle menait une inspection. Elle a passé un doigt sur la table du couloir, vérifiant la poussière. Julian a mentionné que tu étais émotive ces derniers temps. Des sautes d'humeur. C'est parfaitement naturel, bien sûr, mais tu dois les contrôler. Les hommes n'aiment pas les femmes instables. Mes mains se sont crispées sur mes flancs. Je n'ai pas été instable. J'ai juste des opinions sur la chambre de notre bébé. Oh, le jaune, a-t-elle dit d'un geste dédaigneux. Une couleur si terne. Les enfants ont besoin de stimulation, ma chère. Des couleurs vives, des thèmes adaptés au sexe. Le jaune, c'est si beige. Elle a sorti des échantillons de peinture de son sac à main comme un magicien révélant des cartes. Rose vif, bleu électrique, violet avec des accents pailletés qui me faisaient mal aux yeux rien qu'en les regardant. Mais nous ne connaissons pas encore le sexe, ai-je dit faiblement. Nous voulions que ce soit une surprise. Le sourire de Dorothy était aussi tranchant qu'une lame. Fais-moi confiance, ma chérie. Une mère sait toujours. Ce bébé va être spécial. Important. Il mérite mieux que du jaune. Elle a prononcé le mot comme s'il avait mauvais goût. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans la chambre du bébé. Dorothy expliquant pourquoi chaque choix que Julian et moi avions fait était mauvais. Le berceau était trop simple. Le mobile était trop enfantin. Le fauteuil à bascule de ma grand-mère où ma mère m'avait allaité et où sa mère l'avait allaité, était démodé et pas ergonomique. Nous devrions le donner, a déclaré Dorothy, passant ses doigts manucurés sur les accoudoirs en chêne usé. Je connais une jolie boutique qui vend du mobilier de chambre d'enfants moderne. Des lignes épurées,
un design contemporain, bien plus approprié. Quelque chose en moi a craqué. Non. Les sourcils de Dorothy se sont haussés. Excusez-moi. J'ai dit non. Ce fauteuil reste. Il est dans ma famille depuis 3 générations. Mon bébé s'assiera dans ce fauteuil comme je l'ai fait, comme ma mère l'a fait. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Les yeux bleus de Dorothy sont devenus de glace. Et son sourire est devenu quelque chose de prédateur. Malin, ma chérie, je sais que tu es attachée à tes héritages familiaux, mais tu dois comprendre quelque chose. Ce bébé est un Santino. Il mérite les meilleures choses, pas des objets de seconde main de gens qui ne pouvaient pas se permettre mieux. L'insulte m'a frappé comme une gifle. Ma famille n'avait pas été riche, mais nous avions été riches des choses qui comptaient. L'amour, la loyauté, le respect, des choses que l'argent de Dorothy ne pouvait apparemment pas acheter. Dehors. Les mots ont quitté ma bouche avant que je puisse les arrêter. Les yeux de Dorothy se sont agrandis de choc, puis se sont rétrécis dangereusement. Je vous demande pardon? J'ai dit, dehors. C'est ma maison, ma chambre d'enfant, mon bébé. Et ce fauteuil reste exactement où il est. Dorothy s'est levée lentement, ses mouvements précis et contrôlés. Quand elle a parlé, sa voix était de la soie enroulée autour de l'acier. Tu fais une erreur, Méline. Une très grave erreur. Julian est mon fils. Cette famille est ma famille, et si tu penses que tu peux t'interposer entre nous, elle a laissé la menace en suspens, puis a souri de ce sourire froid à nouveau. Eh bien, nous verrons comment ça se passe pour toi. Elle a rassemblé ses échantillons de peinture et son sac à main, se dirigeant vers la porte avec une dignité royale. Mais elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, me regardant avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié si ce n'était pas si cruel. Julian entendra parler de ça, bien sûr, et il ne sera pas content. Tu vois, ma chérie, mon fils attache plus d'importance que tout à la loyauté familiale. Il l'a toujours fait. Et quand il devra choisir entre sa mère et une femme qui lui manque de respect, elle a haussé délicatement les épaules. Le sang est plus épais que l'eau, n'est-ce pas? La porte d'entrée s'est refermée derrière elle avec un léger clic qui a résonné comme un coup de feu. Je me suis affalé dans le fauteuil à bascule de ma grand-mère, mes mains tremblant alors que je caressais mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied comme s'il sentait ma détresse, et j'ai murmuré des mots apaisants auxquels je ne croyais pas, c'est bon, mon petit. Maman s'occupe de toi. Maman s'occupera toujours de toi. Mais même en le disant, je me demandais si c'était vrai. Dorothy Santino venait de déclarer la guerre, et j'étais sur le point de découvrir jusqu'où elle était prête à aller pour gagner. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Julian est rentré 3 heures plus tôt, le visage orageux et les yeux froids. Il ne m'a pas embrassé. Bonjour. N'a pas demandé comment s'était passée ma journée. C'est juste tenu dans l'embrasure de la cuisine comme un ange vengeur, son costume chair froissé et sa mâchoire serrée. Il faut qu'on parle. Julian arpentait notre cuisine comme un animal en cage, ses pas secs sur le sol en marbre. J'étais assise au bar du petit déjeuner, mes mains enroulées autour d'une tasse de tisane à la camomille qui avait refroidi il y a 20 minutes, regardant l'homme que j'avais épousé se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas, elle essayait d'aider, Maline. C'est ce que font les mères. Elles aident. Elle voulait jeter le fauteuil de ma grand-mère et peindre la chambre du bébé en rose vif avant même de savoir si nous attendons une fille. Et alors? Sa voix a claqué comme un fouet. Peut-être que le rose serait joli. Peut-être qu'elle sait quelque chose que tu ne sais pas. Elle a élevé 3 enfants. Tu en as élevé 0. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai posé mes mains sur mon ventre, sentant notre bébé bouger avec agitation à l'intérieur de moi, comme s'il percevait la tension qui crépitait dans l'air. C'est notre enfant, Julian. Le nôtre, pas le sien. Il a cessé d'arpenter et s'est tourné pour me faire face, ses yeux bleus, si semblables à ceux de Dorothy, brûlant d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. C'est sa grand-mère. Elle a le droit d'être impliquée. Comment le sais-tu? Elle le sait. Fais-moi confiance, ma mère sait toujours. Il a repris sa marche, passant ses mains dans ses cheveux noirs. Et même si elle ne le savait pas, même si elle se trompe sur tout le reste, tu n'as pas le droit de la mettre à la porte de notre maison comme si elle était une sorte d'intruse. Notre maison. Les mots avaient un goût amer sur ma langue. On dirait plus sa maison tous les jours. Julian s'est figé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'elle a choisi nos couleurs de peinture. Elle a choisi nos meubles. Elle a décidé où nous irions en lune de miel. Elle a des opinions sur ce que je mange, ce que je porte, comment je passe mon temps. Je ne peux pas respirer dans ma propre maison sans me demander si Dorothy approuverait. C'est ridicule. Vraiment? Quand as-tu pris une décision pour la dernière fois sans la consulter d'abord? C'est ma mère. Et je suis ta femme. Je me suis levé trop vite, le monde tournant légèrement. Julien a tendu la main pour me stabiliser, mais je me suis éloigné de son contact. Je porte ton enfant. Ça ne compte pas pour quelque chose? Pendant un instant, son expression s'est adoucie. J'ai vu une lueur du vieux Julien, celui qui avait l'habitude de me choisir. Mais alors son téléphone a vibré et je l'ai regardé le consulter automatiquement. Un texto de Dorothy, sans aucun doute. Quand il m'a regardé de nouveau, la douceur avait disparu. Tu dois t'excuser auprès d'elle. Excuse-moi. Tu m'as entendu. Tu l'as embarrassé, tu lui as manqué de respect, tu l'as fait se sentir mal à l'aise dans la maison de son fils. Il a croisé les bras, ressemblant soudainement exactement à Dorothy lorsqu'elle donnait des ultimatums. Appelle-la ce soir. Excuse-toi. Répare les choses. Et si je ne le fais pas? Son sourire était froid comme l'hiver. Alors tu découvriras exactement à quel point la vie peut être désagréable quand tu es en guerre avec un Santino. Il m'a laissé debout dans notre cuisine, ma tisane devenant de plus en plus froide et mon cœur se brisant d'une manière que je ne connaissais pas. Le bébé a donné un coup de pied violent, comme pour protester contre la tension qui nous entourait. Et j'ai murmuré une autre promesse que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. C'est bon, mon cœur. Tout va bien se passer. Mais alors que l'après-midi se transformait en soirée et que Julien n'est pas rentré pour le dîner, j'ai commencé à comprendre que rien n'allait jamais plus bien se passer. La guerre a commencé par de petites choses. Dorothy a commencé à appeler chaque matin à 7h30 précise, juste au moment où Julien se préparait pour le travail. Elle avait des questions urgentes sur les dîners de famille, les événements caritatifs ou des préoccupations concernant mes soins prénatals qui nécessitaient une discussion immédiate. Julien passait 15 minutes au téléphone avec elle pendant que son petit déjeuner refroidissait, et j'étais assise seule à la table de la cuisine, me sentant comme un fantôme dans ma propre vie. Maman pense que tu devrais changer de médecin, a-t-il annoncé un matin, sans lever les yeux de son téléphone alors qu'il faisait défiler ses emails. Celui que tu vois n'accouche pas dans le meilleur hôpital. Le docteur Eduardo est merveilleux. Elle s'occupe de moi depuis que nous avons découvert que j'étais enceinte. Maman connaît le chef de l'obstétrique à l'hôpital presbytérien. Elle peut te trouver une place. Je ne veux pas changer de médecin à 7 mois de grossesse. Julien m'a enfin regardé, son expression patiente d'une manière qui me faisait sentir comme un enfant difficile. Maline, c'est notre premier bébé. Ne veux-tu pas les meilleurs soins possibles? C'était un piège élégamment tendu. Comment pouvais-je argumenter contre le fait de vouloir le meilleur pour notre enfant sans paraître égoïste? Mais j'adorais le docteur Eduardo. Elle écoutait mes préoccupations, répondait à mes questions et me faisait sentir comme une partenaire dans ma propre grossesse plutôt qu'un incubateur géré par un comité. Le docteur Eduardo est un excellent médecin. Le téléphone de Julien a vibré. Un autre texto de Dorothy. Écoute, réfléchis d'accord? Maman passe des appels aujourd'hui. Elle t'a peut-être déjà pris un rendez-vous. Mes mains se sont crispées sur mes genoux. Tu veux dire qu'elle prend des décisions concernant mes soins médicaux sans me consulter? Elle aide. Il y a une différence. Mais je commençais à comprendre qu'il n'y en avait pas. Pas dans le monde de Dorothy. Aide et contrôle étaient la même chose. Enveloppé dans du papier cher et attaché avec un ruban de manipulation. L'ingérence médicale n'était que le début. Dorothy a commencé à apparaître chez nous sans prévenir, toujours avec une urgence qui nécessitait l'attention immédiate de Julien. Un problème avec l'entreprise familiale que seul lui pouvait résoudre. Une crise avec sa sœur Nathalie qui nécessitait son intervention. Une alerte santé qui s'est avérée n'être rien mais qui l'a tenue au téléphone pendant des heures. Elle arrivait juste au moment où nous nous apprêtions à dîner, ou lorsque Julien et moi avions de rares moments de connexion, ou lorsque j'avais enfin réussi à lui faire parler de nom de bébé ou de projet pour la chambre d'enfant. Son timing était d'une précision chirurgicale. Je suis vraiment désolé d'interrompre, disait-elle, sans avoir l'air désolé du tout. Mais Julien, mon chéri, j'ai besoin de tes conseils sur le compte Xander.
Ton père aurait su exactement quoi faire. Elle évoquait toujours le père de Julien quand elle voulait quelque chose. Richard Santino était mort quand Julien avait 25 ans, et le deuil avait lié mère et fils d'une manière qui ne laissait apparemment aucune place aux épouses, à aucune épouse. Julien laissait tout tomber pour l'aider. Notre dîner refroidissait. Notre conversation mourait. Notre moment était perdu au profit d'une autre urgence familiale Santino que seul Julien pouvait résoudre. J'ai commencé à dîner seul. Puis sont venus les amis. Dorothy avait un réseau de femmes riches et influentes qui connaissaient Julien depuis qu'il était enfant. Elles ont commencé à passer nous voir, ce qui semblait toujours arriver quand Julien n'était pas à la maison. Elles se perchaient dans mon salon comme des vautours élégants, sirotant du thé et faisant des observations sur ma grossesse, ma maison, ma vie. Tu as l'air fatiguée, ma chère, a dit Caroline Ashworth, dont le mari possédait la moitié de l'immobilier commercial de la ville. Tu te reposes assez? Julien travaille si dur qu'il a besoin d'un environnement familial paisible. Une si belle maison, a ajouté Margaret Thorne, dont la famille avait de l'argent ancien et des opinions encore plus anciennes. Bien que la décoration soit intéressante, très personnelle. Julien a toujours eu un goût si sophistiqué. Je suis sûr qu'il voudra redécorer une fois que le bébé sera là. Elle ne disait jamais rien de directement insultant. Tout était enveloppé de sollicitude, déguisé en suggestions utiles, livré avec des sourires qui n'atteignaient jamais leurs yeux. Mais le message était limpide. Je n'étais pas assez bien pour Julien. Je ne correspondais pas à leur monde. J'étais un inconvénient temporaire qui serait géré et finalement remplacé. J'ai arrêté d'ouvrir la porte. Mais Dorothy n'avait pas fini. Elle a commencé à organiser des dîners de famille dans son domaine de l'autre côté de la ville, des affaires élaborées avec plusieurs plats et du vin cher que je ne pouvais pas boire. Elle me plaçait à l'extrémité de la table, loin de Julien, et tenait la cour comme la reine qu'elle s'était toujours crue être. Julien, raconte à tout le monde la présentation Xander, ordonnait-elle, et il se lançait dans des récits détaillés de ses triomphes professionnels pendant que je poussais la nourriture dans mon assiette et essayais de ne pas me sentir invisible. Nathalie, comment se passe l'organisation du mariage? Demandait Dorothy à la sœur de Julien, qui était fiancée à un héritier de l'industrie pharmaceutique et préparait un mariage qui ferait honte aux cérémonies royales. Thomas, des nouvelles de l'expansion européenne, s'enquérait elle auprès du frère aîné de Julien, qui dirigeait la division internationale de l'entreprise familiale. Elle demandait à tout le monde des nouvelles de leur vie, de leur travail, de leur réalisation. Tout le monde sauf moi. Lorsque la conversation se tournait occasionnellement dans ma direction, c'était toujours à propos de la grossesse et toujours à la troisième personne, comme si je n'étais pas assise là. Comment se sent-elle? Mange-t-elle assez? Fait-elle assez d'exercice? Nous voulons un bébé en bonne santé, n'est-ce pas? Je suis devenu un récipient, un incubateur, un inconvénient nécessaire à la production du prochain héritier Santino. Le pire, c'était de regarder Julien laisser faire. Mon mari, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger, était assis à la table de sa mère et la laissait m'effacer un dîner à la fois. Il hochait la tête en accord avec ses projets, riait de ses pics subtils et ne me demandait jamais ce que je pensais ou comment je me sentais. Sur le chemin du retour d'une soirée particulièrement brutale, j'ai finalement craqué. Ta mère me déteste. Julien a gardé les yeux sur la route. Elle ne te déteste pas. Elle est juste protectrice. Protectrice de quoi? Tu es un homme adulte, Julien. Tu es marié. Nous allons avoir un bébé ensemble. Elle s'inquiète que j'aille trop vite, que nous ne nous connaissions pas assez longtemps avant de nous marier. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans et fiancés pendant 1 an. Combien de temps est assez long? Il ne s'agit pas de temps. Il s'agit de compatibilité, de valeurs partagées, de comprendre ce que signifie la famille. J'ai regardé son profil à la lumière du tableau de bord. Cet homme que je pensais connaître. Que signifie la famille, Julien? Ça signifie la loyauté. Ça signifie mettre la famille en premier, toujours. Ça signifie comprendre que certains liens ne peuvent pas être rompus, quoi qu'il arrive. Et le lien entre mari et femme. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus douce, presque triste. Ma mère a tout abandonné pour cette famille. Elle aurait pu se remarier après la mort de papa. Elle aurait pu recommencer ailleurs. Au lieu de ça, elle a consacré sa vie à s'assurer que nous réussissions. L'entreprise, notre éducation, notre avenir,
tout cela existe parce qu'elle a sacrifié son propre bonheur pour le nôtre. Et maintenant tu dois sacrifier le tien pour le sien. Ce n'est pas un sacrifice quand c'est de l'amour. Mais assise dans notre allée, regardant Julien lutter avec des chaînes invisibles qui le liaient à une femme qui ne le laisserait jamais partir, je me demandais s'il connaissait encore la différence. À mon 8e mois, je me sentais comme une prisonnière dans ma propre vie. Dorothy avait réussi à m'isoler de tout ce qui comptait, l'attention de mon mari, la prise de décision concernant notre enfant, même ma propre estime de moi. Je traversais chaque journée comme une somnambule, accomplissant les gestes de la grossesse tout en me sentant de plus en plus déconnecté de la vie qui grandissait en moi. Le docteur Eduardo s'inquiétait de ma tension artérielle. Le stress nous affectait, moi et le bébé. Mais quand j'ai essayé d'expliquer la situation à Julien, il a rejeté mes préoccupations comme des hormones de grossesse et une instabilité émotionnelle. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, a-t-il suggéré un matin au petit déjeuner, sans lever les yeux de son journal. Maman connaît un excellent thérapeute spécialisé dans l'anxiété prénatale. Bien sûr qu'elle en connaissait un. Je n'ai pas besoin de thérapie, Julien. J'ai besoin que mon mari me soutienne. Je te soutiens. Quand? Quand me soutiens-tu? Tu n'as pas pris mon parti une seule fois en 3 mois. Il a plié son journal avec des mouvements secs et irrités. Il n'y a pas de quand, Maline. Il y a juste la famille, et la famille reste unie. Je suis ta famille aussi. Vraiment? La question est restée en suspens dans l'air comme un poison, parce que ces derniers temps, j'ai l'impression que tu essaies de déchirer cette famille. Je l'ai regardé, cet étranger portant le visage de mon mari, et j'ai senti quelque chose mourir à l'intérieur de ma poitrine. Pas seulement l'amour, bien que cela saignait aussi. L'espoir. La croyance naïve que les choses pourraient s'améliorer, que nous pourrions nous retrouver, que notre enfant naîtrait dans un foyer rempli d'amour au lieu de guerre. Très bien, ai-je murmuré. Je vais arrêter d'essayer. Julien a semblé presque soulagé. Bien. Peut-être que maintenant nous pourrons avoir un peu de paix. Mais la paix dans le monde de Julien signifiait la reddition. Cela signifiait laisser Dorothy orchestrer chaque détail de nos vies pendant que je jouais le rôle de la bénéficiaire reconnaissante. Cela signifiait sourire et hocher la tête pendant qu'elle faisait des projets pour l'avenir de mon enfant sans ma contribution. Cela signifiait disparaître à l'arrière-plan de ma propre histoire. J'ai essayé. Pendant 2 semaines, j'ai ravalé ma fierté et joué le jeu. Quand Dorothy a suggéré de changer de pédiatre, j'ai hoché la tête. Quand elle a présenté une liste de noms appropriés pour le bébé, j'ai dit qu'ils étaient charmants. Quand elle a annoncé qu'elle avait engagé une nounou pour m'aider à m'adapter à la maternité, je l'ai remerciée de penser à tout. Julien était plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des mois. La tension dans notre maison s'est évaporée, remplacée par une harmonie qui ressemblait à une défaite. Il a recommencé à rentrer pour le dîner, apportant des fleurs et parlant de l'avenir avec un enthousiasme qui aurait pu être contagieux si je n'étais pas en train de mourir à l'intérieur. Maman pense que nous devrions ajouter une extension à la maison, a-t-il dit un soir, son bras autour de moi alors que nous regardions la télévision. Une véritable aile de chambre d'enfant avec un espace pour les quartiers de la nounou. Elle connaît un architecte. Bien sûr qu'elle en connaît un, s'il a remarqué l'épuisement dans ma voix. Il n'a pas commenté. Et elle nous a déjà inscrits sur la liste d'attente des meilleures écoles maternelles. Apparemment, il faut s'inscrire avant même la naissance du bébé. J'ai senti notre enfant donner un coup de pied et j'ai posé mes mains sur mon ventre, murmurant silencieusement, « Je suis désolé, mon petit. J'ai essayé de créer un monde meilleur pour toi. » La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un mardi soir d'octobre. J'étais enceinte de 37 semaines, mal à l'aise et épuisée. Julien travaillait tard à nouveau, une autre urgence qui nécessitait son attention après les heures de bureau. J'avais préparé un dîner pour une personne et m'installais pour une autre soirée seule lorsque les contractions ont commencé. Au début, j'ai pensé que c'était juste des contractions de Braxton Hicks, un faux travail. J'en avais depuis des semaines, mais celle-ci était différente, plus forte, plus régulière. À 21h, je les chronométrais sur mon téléphone, toutes les 5 minutes, durant 45 secondes chacune. J'ai appelé Julien. Je pense que c'est peut-être ça, ai-je dit quand il a répondu. Les contractions deviennent plus fortes. Tu es sûr? Rappelle-toi ce que le médecin a dit à propos du faux travail. Une autre contraction m'a frappé et j'ai agrippé le comptoir de la cuisine, respirant à travers la douleur. Assez sûr. Et, laisse-moi juste finir ici.
Peux-tu appeler maman? Elle saura quoi faire. Julian, j'ai besoin que tu rentres à la maison maintenant. Je le ferai. Je te le promets. Appelle juste maman d'abord. D'accord. Elle est déjà passée par là. La ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. Mon mari, le père de l'enfant que j'étais sur le point de mettre au monde, venait de me dire d'appeler sa mère au lieu de rentrer à la maison pour aider sa femme en travail. Mais les contractions devenaient plus fortes et j'avais besoin d'aide. Ravalant ma fierté, j'ai composé le numéro de Dorothy. Maline, tout va bien? Je crois que je suis en travail. Julian m'a dit de t'appeler. Oh. La pause était révélatrice. Tu es certaine? Les premiers bébés prennent généralement beaucoup plus de temps que les gens ne le pensent. Une autre contraction a frappé, plus fort que la dernière. Je me suis plié en deux, appuyant mon front contre le comptoir en granit frais. Je suis assez certaine. Eh bien, les fausses alertes sont très courantes. Pourquoi ne prends-tu pas un bain chaud et voici elles s'arrêtent? Si c'est un vrai travail, les contractions continueront. Sinon, tu t'épargneras un voyage embarrassant à l'hôpital. Dorothy, je pense. Fais-moi confiance, ma chère. J'ai fait ça 3 fois. Tu sauras quand ce sera le vrai moment. Elle a raccroché. J'étais seul dans ma cuisine, les douleurs de l'accouchement traversant mon corps comme des vagues, et je me sentais plus isolé que jamais dans ma vie. Les 2 personnes qui auraient dû se précipiter pour m'aider avaient toutes 2 rejeté mes préoccupations et m'avaient laissé gérer la situation seul. Très bien. J'avais tout géré seul depuis des mois. Je pouvais aussi gérer ça. J'ai pris une douche, préparé mon sac d'hôpital et appelé un taxi. Au moment où j'étais prête à partir, les contractions étaient espacées de 3 minutes et je pouvais à peine marcher à travers elles. J'ai laissé un mot pour Julian sur la table de la cuisine. Parti à l'hôpital, en travail. Appelle-moi. Mais alors que j'attendais le taxi sur notre Porsche, plié en 2 par une autre contraction, j'ai vu la voiture de Julian arriver dans l'allée. Le soulagement m'a envahi. Il était rentré à la maison. Il avait réalisé que c'était sérieux et était venu m'aider. Julian est sorti de la voiture, m'a vu pencher de douleur et s'est précipité sur les marches du Porsche. Mataline, qu'est-ce qui ne va pas? Le travail, ai-je haleté. Le vrai travail. Le taxi arrive. Et, laisse-moi juste prendre mon chargeur de téléphone. Et une autre voiture s'est garée derrière la sienne, la Mercedes argentée de Dorothy. Mon cœur s'est serré en la voyant sortir de sa voiture, se déplaçant avec sa grâce royale habituelle. Elle était habillée pour une soirée. Robe de cocktail noire, perles, talons qui claquaient contre notre allée comme un conte à rebours vers le malheur. Comment va-t-elle? A crié Dorothy, s'approchant de nous avec l'expression inquiète qu'elle arborait lorsqu'elle voulait paraître attentionnée en public. Je pense que c'est la vraie chose cette fois, a dit Julian, passant ses mains dans ses cheveux. Les contractions sont assez rapprochées. Dorothy m'a regardé de haut en bas comme si elle évaluait du bétail. Les premiers accouchements durent généralement de 12 à 20 heures. Pas besoin de se presser. Le taxi est presque là. Ai-je haleté, agrippant la rampe du Porsche alors qu'une autre vague de douleur déferlait sur moi. Je dois aller à l'hôpital. N'importe quoi, a dit Dorothy sèchement. Les hôpitaux vous renvoient chez vous si vous n'êtes pas assez avancé. Vous serez bien plus à l'aise ici jusqu'à ce que le travail actif commence vraiment. Elle s'est tournée vers Julian, me congédiant complètement. Pourquoi ne l'aides-tu pas à rentrer? J'ai apporté du vin pour fêter ça. Ce pourrait être la nuit où nous rencontrerons notre petit enfant. Julian a hésité, regardant entre sa mère et sa femme en travail. Pendant un instant brillant, j'ai cru qu'il pourrait me choisir. J'ai cru qu'il pourrait dire à sa mère que sa femme enceinte devait aller à l'hôpital et que tout le reste pouvait attendre. Au lieu de ça, il a dit « Maman a raison. C'est probablement encore tôt. Mettons-nous à l'aise à l'intérieur et voyons comment les choses évoluent. Giuliano, je dois aller à l'hôpital maintenant. » Mais il me prenait déjà le bras, me guidant vers la porte d'entrée. « Allez, ma chérie. Quelques heures de plus ne feront pas de mal. » Le taxi s'est arrêté juste au moment où Dorothy ouvrait notre porte d'entrée. Elle a renvoyé le chauffeur d'un geste impérieux. « Désolé, nous n'aurons pas besoin de vous après tout. » J'ai regardé mon échappatoire disparaître dans la rue, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas seulement cassé,
brisés en tant de morceaux que je savais qu'ils ne pourraient jamais être réparés. Ils m'ont fait entrer comme si j'étais une enfant faisant une crise de colère au lieu d'une femme en travail. Dorothy a immédiatement pris les choses en main, en voyant Julien ouvrir le vin pendant qu'elle évaluait mon état comme si elle était un professionnel de la santé au lieu d'une belle-mère autoritaire avec des illusions de grandeur. Les contractions ne sont pas si rapprochées, a-t-elle annoncé après m'avoir observé pendant 5 minutes. Et tu parles encore à travers elle. Crois-moi, ma chère. Quand ce sera le moment, tu le sauras. Mais je le savais. Chaque instinct dans mon corps criait que ce bébé arrivait, et bientôt. Les contractions devenaient plus fortes, plus rapprochées, plus intenses. J'avais besoin de soins médicaux professionnels, pas du diagnostic amateur de Dorothy basé sur ses 3 grossesses d'il y a 30 ans. Je veux aller à l'hôpital, ai-je dit fermement. Oh. Le sourire de Dorothy est devenu acéré. Médaline, ma chère, tu es dramatique. Les primipares pensent toujours qu'elles savent mieux que les mères expérimentées, mais... Une contraction si puissante m'a frappé que je ne pouvais plus parler. J'ai agrippé le bras de notre canapé, ma vision devenant blanche sur les bords alors qu'une douleur comme je n'en avais jamais ressenti déchirait mon corps. Quand elle est passée, j'ai levé les yeux pour trouver Dorothy et Julien me regardant avec des expressions qui m'ont glacé le sang. Pas de l'inquiétude, pas de la sympathie, de l'agacement. Tu fais peur à Julien, a dit doucement Dorothy. Peut-être que tu devrais aller t'allonger jusqu'à ce que tu puisses te contrôler. Me contrôler pendant le travail, avec des contractions espacées de 2 minutes maintenant. J'appelle une ambulance, ai-je dit en attrapant mon téléphone. La main de Dorothy s'est refermée sur la mienne, sa poigne étonnamment forte. Tu ne penses pas clairement, ma chère. Les hormones, la douleur, elles te rendent irrationnelle. Laisse Julien et moi nous en occuper. J'ai regardé mon mari, espérant voir une lueur de l'homme que j'avais épousé. Un signe qu'il comprenait que sa femme avait besoin d'aide, pas de gestion. Au lieu de ça, Julien a hoché la tête. Maman a raison. Tu t'énerves, et ce n'est pas bon pour le bébé. Pourquoi n'essaies-tu pas de te reposer? Une autre contraction a frappé, plus forte que la précédente. Je me suis plié en deux, mes os se rompant dans un flot qui a trempé mes vêtements et le parquet. Pendant un instant, la pièce était silencieuse, à l'exception de ma respiration haletante. Puis Dorothy a soupiré. Eh bien, ça va tâcher. Pas, oh mon Dieu, le bébé arrive. Pas, nous devons aller à l'hôpital immédiatement. Sa première préoccupation était notre parquet. Ça suffit, ai-je haleté, me relevant difficilement. Je pars, avec ou sans vous. Mais quand j'ai essayé de marcher vers la porte, Dorothy s'est mise devant moi. Ses yeux bleus étaient de glace et son sourire était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Je ne pense pas, ma chère. Et c'est alors que j'ai entendu le léger clic du pêne dormant qui se tournait. Julien avait verrouillé la porte d'entrée. Les heures suivantes furent un cauchemar qui sembla durer une éternité. Chaque fois que j'essayais de partir, d'appeler à l'aide, d'atteindre un téléphone, d'atteindre la porte, Dorothy ou Julien m'arrêtaient avec des mains douces mais fermes et des voix apaisantes qui me donnaient l'impression de perdre la tête. Tu es en transition, n'arrêtez pas de dire Dorothy comme si elle récitait un manuel de médecine. Il est parfaitement normal de se sentir dépassé, mais paniquer n'aidera pas le bébé. Ils m'ont déplacé dans le salon, Dorothy ordonnant à Julien d'apporter des serviettes et des couvertures pendant qu'elle jouait le rôle de la grand-mère attentionnée. Mais je pouvais voir le calcul dans ses yeux, la façon dont elle me regardait comme un scientifique observant un rat de laboratoire. Il ne s'agissait pas de ma sécurité ou du bien-être du bébé. Il s'agissait de contrôle, de prouver qu'elle, et non moi, était la véritable autorité dans cette famille, de s'assurer que même la naissance de mon propre enfant se déroulerait selon ses termes, à sa manière, sous sa supervision. Julien, s'il te plaît, ai-je supplié pendant un bref répit entre les contractions. Quelque chose ne va pas. Je le sens. Nous devons aller à l'hôpital. Mon mari m'a regardé avec pitié, pas avec amour. Maline, tu te fais peur. Maman a accouché de Thomas à la maison quand l'hôpital était trop loin. Elle sait ce qu'elle fait. Je ne suis pas ta mère. Ce n'est pas il y a 30 ans. J'ai besoin d'un médecin. Tu dois te calmer, a dit sèchement Dorothy. Toute cette hystérie met un stress inutile sur le bébé. Mais le bébé était en détresse. Je pouvais le sentir. Les mouvements avaient changé, étaient devenus frénétiques, puis inquiétants. Les contractions étaient accablantes, mais ne progressaient pas comme elles le devraient.
Quelque chose n'allait vraiment, vraiment pas, mon bébé, ai-je murmuré, des larmes coulant sur mon visage. S'il vous plaît, quelque chose ne va pas avec mon bébé. L'expression de Dorothy s'est adoucie en ce qui aurait pu passer pour de la compassion si vous ne regardiez pas de trop près ses yeux. Le bébé va bien, ma chère. Tu as juste peur. Les premiers accouchements sont toujours effrayants. Elle s'est agenouillée à côté de moi, posant sa main manucurée sur mon ventre gonflé avec une possessivité qui m'a donné la chair de poule. Il n'y a rien à craindre. Je suis là. Julian est là. Nous nous occuperons de tout. Nous nous occuperons de tout. Pas, nous nous occuperons de toi. Tout, comme si je n'étais qu'un autre détail à gérer dans le monde parfaitement orchestré de Dorothy. Les contractions s'aggravaient, pas ne s'amélioraient. Je perdais du temps entre elles, la douleur si intense que je pouvais à peine penser, à peine respirer. Mais à travers le brouillard de l'agonie, je pouvais voir Dorothy et Julian chuchoter dans le coin, leurs têtes penchées l'une vers l'autre comme des conspirateurs. S'il vous plaît, ai-je haleté, tendant vers une main tremblante. S'il vous plaît, aidez-moi. Dorothy est revenue à mes côtés, son sourire serein et terrifiant. Nous t'aidons, ma chérie. Nous te gardons en sécurité. Nous nous assurons que cet accouchement se déroule exactement comme il le devrait. Comme il le devrait. Selon qui? Selon la vision tordue de Dorothy sur la façon dont l'enfant de son fils devrait venir au monde. Selon son besoin d'être au centre de chaque moment important de la vie de Julian. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Elle voulait que je souffre. Elle me voulait impuissante, dépendante, reconnaissante pour les miettes d'aide qu'elle daignait fournir. Elle voulait être l'héroïne de cette histoire, la sage matriarche qui a sauvé la situation pendant que la jeune épouse hystérique s'effondrait. Et Julian la laissait faire. Les heures ont passé dans un flou de douleur et de désespoir. J'ai supplié, j'ai plaidé, j'ai essayé de raisonner avec eux, mais chaque tentative de prendre le contrôle de ma propre expérience d'accouchement a été accueillie avec une condescendance douce et un refus ferme. Tu ne penses pas clairement, est devenu le refrain préféré de Dorothy. Laisse-nous nous en occuper. Finalement, lorsque la douleur est devenue si accablante que je ne pouvais plus former de phrases cohérentes, lorsque j'étais sûr que mon bébé et moi allions mourir dans notre salon pendant que mon mari et ma belle-mère jouaient à la maison, je leur ai dit que je voulais prendre l'air frais dehors. Dorothy a de nouveau essayé de m'arrêter, mais cette fois-ci, je n'allais pas la laisser faire. Tu ne peux pas sortir dans ton état, avait-elle dit. Regarde-moi faire. Je me suis levé et je suis sorti. Je me suis tenu là, sur mon propre porche, plié en deux alors qu'une autre contraption me déchirait, mes mains tremblant alors que j'essayais d'ouvrir la porte, mais j'ai réalisé qu'elle était verrouillée de l'intérieur. J'ai appuyé mon visage contre la vitre froide de ma propre porte d'entrée, mon ventre gonflé se contractant sous une nouvelle vague de douleur qui me parcourait la colonne vertébrale comme un feu. La lumière du porche projetait des ombres dures sur mes joues tachées de larmes alors que je regardais mon mari, Julian, rire de quelque chose que sa mère lui chuchotait à l'oreille. Ils étaient assis à notre table de salle à manger, la table en chêne antique de ma grand-mère que j'avais moi-même restaurée, partageant café et pâtisserie comme si c'était un brunch du dimanche et non la nuit où je mettais au monde son enfant. Mon enfant, notre enfant. L'enfant qu'ils avaient enfermé dehors sous la pluie glaciale d'octobre. S'il vous plaît, ai-je murmuré contre la vitre, mon souffle embuant la fenêtre. Une autre contraction m'a frappé et je me suis plié en deux, agrippant le cadre de la porte avec des doigts blanchis. La douleur s'intensifiait, les contractions se rapprochaient. Je devais aller à l'hôpital. J'avais besoin de mon mari. J'avais besoin d'aide. Mais Dorothy, ma belle-mère, a simplement esquissé ce sourire froid et calculateur et a secoué la tête. À travers la vitre étouffée, je pouvais entendre sa voix. Elle a fait son choix quand elle m'a manqué de respect. Laisse-la se débrouiller toute seule. Julian, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare, n'a même pas levé les yeux. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé l'ambulance. Mais immédiatement, l'ambulance est arrivée. Ils ont déverrouillé la porte et sont sortis, empêchant l'ambulance de m'emmener à l'hôpital. Je pense qu'il est temps d'aller à l'hôpital maintenant, a annoncé Dorothy, feignant l'inquiétude. Julian s'est précipité immédiatement. Je vais chercher la voiture. Juste comme ça. Après des heures à ignorer mes supplications, à ignorer mes instincts et à me traiter comme une enfant hystérique, en m'enfermant hors de la maison, Dorothy avait décidé qu'il était temps. Pas parce que j'étais en détresse, parce qu'elle était prête.
Ils m'ont aidé à monter dans la voiture, Dorothy s'agitant avec des couvertures et des oreillers pendant que Julian faisait chauffer le moteur. J'étais à peine consciente à ce moment-là, la douleur si intense que je n'existais que dans les espaces entre les contractions. « Ne t'inquiète pas, ma chérie », a murmuré Dorothy alors qu'il m'installait sur la banquette arrière. « Nous y serons bientôt, et alors tu verras. » Tout s'est déroulé exactement comme prévu. Mais alors que Julian quittait notre allée, j'ai aperçu le visage de Dorothy dans le rétroviseur. Il souriait, non pas de soulagement ou d'inquiétude, mais de satisfaction. Elle avait gagné. À l'hôpital, tout s'est passé très vite. Les infirmières m'ont jeté un coup d'œil et m'ont précipité en salle d'accouchement, leur visage tendu d'inquiétude professionnelle. Le docteur Eduardo est apparu comme par magie, sa présence familière étant le premier réconfort que j'avais ressenti depuis des heures. « Maline, pourquoi n'es-tu pas venue plus tôt ?» a-t-elle demandé, vérifiant mes signes vitaux avec une efficacité rapide. « Tu es en travail actif et le bébé montre des signes de détresse. » J'ai essayé d'expliquer, mais une autre contraction a frappé et les mots se sont dissous en cris. Derrière moi, je pouvais entendre Dorothy parler aux infirmières, racontant sa version des faits. Elle était si effrayée. La pauvre. Nous avons essayé de la convaincre de venir plus tôt, mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas prête. Les primipares, vous savez comment elles sont. Les mensonges coulaient de sa langue comme du miel, chacun conçu pour me faire passer pour une patiente irrationnelle et difficile tout en se positionnant comme la grand-mère attentionnée et expérimentée qui avait essayé d'aider. Nous prendrons bien soin d'elle, a assuré l'une des infirmières à Dorothy. Pourquoi n'attendez-vous pas, vous et le père, dans la salle familiale? En fait, a dit Dorothy, sa voix prenant ce ton de soie enroulé autour de l'acier que je connaissais si bien. J'aimerais rester. J'ai une grande expérience de l'accouchement, et Maline a tendance à être dépassée dans les situations stressantes. Le docteur Eduardo m'a regardé d'un air interrogateur. Dans mon état actuel, je pouvais à peine parler, encore moins me défendre. La douleur consumait tout le reste, ne laissant aucune place aux mots ou à la protestation. C'est à Maline de décider, a finalement dit le docteur Eduardo. Je veux qu'elle sorte, ai-je réussi à halter entre les contractions. S'il vous plaît, juste Julian, seulement Julian. Le visage de Dorothy est devenu blanc de fureur, mais elle ne pouvait pas argumenter devant le personnel médical, pas sans révéler le monstre autoritaire sous sa façade de grand-mère attentionnée. Bien sûr, ma chérie, a-t-elle dit entre ses dents serrées. Ce que tu penses être le mieux. Mais alors qu'elle passait près de mon lit en sortant, elle s'est penchée et a murmuré à mon oreille, sa voix si basse que seul moi pouvais l'entendre. Ce n'est pas fini. L'heure qui a suivi a été un tourbillon d'interventions médicales et de douleurs accablantes. Le docteur Eduardo a travaillé avec une efficacité tranquille, nous surveillant, moi et le bébé, avec le genre de sollicitude professionnelle que Dorothy avait imité toute la soirée. Le rythme cardiaque du bébé baisse, a-t-elle dit aux infirmières. Nous devons la faire accoucher rapidement. Procédure d'urgence, lumière vive, Julian me tenant la main pendant que les professionnels de la santé se battaient pour sauver la vie de notre enfant. L'enfant qui aurait pu être en danger toute la soirée pendant que Dorothy jouait au docteur dans notre salon. Lorsque Florence Rose est enfin arrivée, petite, parfaite et heureusement en bonne santé, j'ai éclaté en larmes de soulagement et d'épuisement. Julian pleurait aussi, submergé par la vue de sa fille et la prise de conscience de la catastrophe que nous avions frôlée. Elle est magnifique, a-t-il murmuré, sa voix épaisse d'émotion. Maline, elle est parfaite. Pendant un instant, tenant notre fille nouveau-née pendant que Julian me caressait les cheveux, j'ai pensé que nous pourrions peut-être nous retrouver. Peut-être que devenir parent l'aiderait à se souvenir de ce qui était vraiment important. Peut-être que ce cauchemar avec Dorothy prendrait enfin fin. Mais alors la porte s'est ouverte et Dorothy est entrée comme si elle était chez elle, les bras chargés de fleurs et le visage rayonnant de triomphe. Oh, elle est adorable, a-t-elle roucoulé, tendant la main vers le bébé sans demander la permission. Absolument parfaite. Elle ressemble exactement à Julian quand il est né. Elle a soulevé Florence de mes bras avant que je puisse protester, la berçant avec la confiance possessive de quelqu'un qui avait attendu ce moment toute la soirée. Bonjour, ma chérie, a-t-elle murmuré à ma fille. Grand-mère est là. Grand-mère va si bien s'occuper de toi. J'ai regardé, épuisée et impuissante, Dorothy s'approprier mon enfant nouveau-né de la même manière qu'elle s'était approprié tout le reste dans nos vies. Julian se tenait à côté d'elle, rayonnant de fierté alors que sa mère jouait le rôle de la grand-mère aimante pour les infirmières et les médecins.
Personne n'a mentionné les heures que j'avais passées à supplier de l'aide. Personne n'a reconnu que la détresse du bébé aurait pu être évitée si nous étions venus à l'hôpital plus tôt. Personne n'a remis en question la version des faits de Dorothy ou n'a demandé pourquoi une femme en travail actif avait été gardée à la maison contre sa volonté. Le récit était déjà en train d'être réécrit. Dorothy était l'héroïne. J'étais la patiente difficile qui avait besoin d'être gérée. Et Julian était juste heureux que sa mère et sa fille se rencontrent enfin. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, regardant Dorothy tenir mon enfant pendant que Julian les regardait toutes les deux avec adoration, j'ai compris quelque chose de fondamental sur mon mariage, ma vie et mon avenir. Rien n'allait changer. Dorothy continuerait à contrôler chaque aspect de nos vies. Julian continuerait à lui permettre de le faire, et je continuerais à être marginalisé dans ma propre famille, à moins que je ne change les choses moi-même. Les infirmières ont finalement emmené Florence à la nurserie pour son premier examen, et Julian est allé avec elle, me laissant seul avec Dorothy pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit, son expression sereine et satisfaite. Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas, a-t-elle dit d'un ton conversationnel. Tout s'est parfaitement déroulé à la fin. Je l'ai regardée. Cette femme qui m'avait terrorisé pendant des mois et qui, ce soir, nous avait mis, moi et mon bébé, en danger pour satisfaire son besoin de contrôle. Tu aurais pu nous tuer toutes les deux. Ne sois pas dramatique, ma chère. J'ai eu 3 enfants. Je sais à quoi ressemble un vrai travail. Le bébé était en détresse. Le docteur Eduardo l'a dit. Dorothy a fait un geste dédaigneux. Les médecins disent toujours ça pour se sentir important. Florence est en parfaite santé, ce qui prouve que mes instincts étaient corrects. Ses instincts. Pas une formation médicale, pas une expertise professionnelle, pas même une décence humaine de base. Ses instincts. Tu m'as enfermé dans la maison, ai-je dit doucement. Tu m'as empêché d'obtenir des soins médicaux alors que j'étais en travail. Je t'ai empêché de te ridiculiser en te précipitant à l'hôpital trop tôt. Tu devrais me remercier. La cruauté désinvolte de ses propos m'a coupé le souffle. Même maintenant, même après tout ce qui s'était passé, elle croyait sincèrement qu'elle avait aidé. Dans le monde de Dorothy, son jugement était infaillible. Ses décisions étaient toujours les bonnes, et quiconque la remettait en question était tout simplement trop ignorant pour comprendre sa sagesse. Je te déteste, ai-je murmuré. Le sourire de Dorothy n'a jamais faibli. Je sais, ma chère, mais la haine est un luxe que tu ne peux plus te permettre. Tu as une fille maintenant. Une fille qui a besoin de stabilité, de sécurité et d'unité familiale. Une fille qui mérite mieux qu'une mère qui fait passer ses propres émotions avant ce qui est le mieux pour la famille. Elle s'est penchée en avant, ses yeux bleus froids comme la glace arctique. Alors, voici ce qui va se passer. Tu vas t'excuser pour ton comportement de ce soir. Tu vas remercier Julian et moi de nous être occupés de toi pendant ton accouchement difficile. Et tu vas arrêter cette rébellion stupide qui déchire cette famille. Et si je ne le fais pas? Alors tu découvriras exactement à quel point la vie peut être difficile pour une nouvelle mère sans système de soutien. Sans mari qui fait confiance à son jugement. Sans famille qui croit à ses histoires. Sans amis qui veulent gérer son drame. La voix de Dorothy était de la soie enroulée autour de l'acier. Julian est un Santino, ma chère. Florence est une Santino, et les Santinos s'occupent des leurs, mais seulement quand les leurs connaissent leur place. Elle s'est levée, lissant sa robe avec une élégance étudiée. Je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir, mais ne prends pas trop de temps. Julian attend tes excuses, et il n'est pas un homme patient quand sa famille est attaquée. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic, me laissant seul dans la chambre d'hôpital stérile avec les échos de ses menaces résonnant dans mes oreilles. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à ma fille qui dormait paisiblement dans la nurserie pendant que son père et sa grand-mère planifiaient son avenir sans consulter la femme qui avait failli mourir en la mettant au monde. Dorothy avait raison sur une chose. Je ne pouvais plus me permettre la haine. La haine était un luxe pour les gens qui avaient le pouvoir d'agir en conséquence. Mais la vengeance. La vengeance était différente. La vengeance était patiente. La vengeance était méthodique. La vengeance attendait le moment parfait et frappait ensuite avec une précision chirurgicale. Et alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, le corps brisé et le cœur en miettes, j'ai commencé à planifier. Les premières semaines après la naissance de Florence se sont écoulées dans un brouillard d'épuisement et de clarté croissante.
Dorothy avait raison sur un point, les nouvelles mères sans système de soutien sont confrontées à des défis impossibles. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le désespoir pouvait être un enseignant et que l'isolement pouvait être un cadeau. Pendant que Julien travaillait de longues heures et que Dorothy tenait salon dans notre salon avec un défilé d'admirateurs roucoulant devant sa petite fille, je passais mes journées à apprendre des choses que je n'avais jamais pris la peine de comprendre auparavant. Des choses importantes, des choses dangereuses. Comme le fait que nos comptes bancaires joints avaient été créés avec Julien comme titulaire principal, lui donnant le pouvoir de geler mon accès d'un simple coup de téléphone. Comme le fait que notre maison, bien que mon nom soit sur l'acte de propriété, avait été achetée avec l'argent d'un trust familial Santino assorti de conditions. Des conditions qui pouvaient être activées si je devenais un jour une épouse indésirable pour Julien. Comme le fait que l'entreprise familiale que Julien gérait avec tant de succès était en réalité un réseau de sociétés écrans, de comptes offshore et de paradis fiscaux qui intéresseraient beaucoup le fisc s'il venait à être découvert. J'ai appris ces choses lentement, prudemment, pendant ces heures tranquilles où tout le monde supposait que je faisais la sieste ou que je créais des liens avec le bébé. Pendant que Dorothy recevait ses amis en bas et que Julien travaillait à son bureau, j'étais assise dans notre chambre avec mon ordinateur portable, suivant les pistes et reliant les points avec la patience méthodique de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Le tableau qui s'est dessiné était fascinant. La fortune de la famille Santino, bâtie sur la société d'investissement prospère de Richard, n'était pas aussi légitime qu'il l'avait laissé croire à tout le monde. Il y avait des transactions douteuses, des timings suspects sur les transactions boursières et un schéma d'information d'initiés qui aurait envoyé des hommes de moindre importance en prison. Dorothy avait été plus qu'une simple veuve éplorée gérant la succession de son défunt mari. Elle avait été une participante active dans des combines financières qui avaient rendu leur richesse possible, et elle avait été très prudente de tout documenter, probablement comme assurance contre quiconque pourrait menacer sa position, y compris Julien. Mon mari, le fils en or qui ne pouvait pas faire de mal, était complètement dépendant de la bonne volonté continue de sa mère. L'entreprise qu'il dirigeait, elle la possédait. La maison où nous vivions, elle en détenait l'acte de propriété. Le fonds en fiducie dont il hériterait, elle en contrôlait la distribution. Julien Santino, homme d'affaires prospère et fils dévoué, était en fait une marionnette très chère dansant sur des ficelles que sa mère avait tissées avec de l'argent, de la culpabilité et de la peur. Comprendre la dynamique était la première étape. Rassembler des preuves était la seconde. Dorothy conservait des dossiers méticuleux dans un bureau à domicile qu'elle montrait aux invités comme une salle des trophées. Documents financiers, correspondances commerciales, documents juridiques, tout cela organisé avec la même précision obsessionnelle qu'elle appliquait à tout le reste de sa vie. Elle tenait également un journal, un livre relié en cuir où elle consignait ses pensées, ses projets et ses observations sur la famille. Je l'avais vue y écrire pendant ces longues soirées où elle tenait salon dans notre salon, sa plume se déplaçant sur les pages avec des traits décisifs. Avoir accès à ces choses serait impossible dans des circonstances normales. Dorothy gardait farouchement sa vie privée, et Julien ne trahirait jamais la confiance de sa mère, même pour sa femme. Mais les circonstances n'étaient plus normales. Je n'étais plus la jeune femme naïve qui avait épousé cette famille il y a 18 mois. J'étais maintenant une mère avec une fille dont l'avenir dépendait de ma capacité à déjouer la femme qui ne la voyait que comme une autre possession à contrôler. Le plan a commencé à prendre forme pendant ces séances d'allaitement tranquilles au milieu de la nuit. Pendant que Florence tétait et que la maison dormait autour de nous, j'ai réglé les détails avec la même attention minutieuse que Dorothy m'avait appris à appliquer à tout le reste. Cela demanderait de la patience. Cela demanderait un timing parfait. Et cela exigerait que je devienne quelqu'un que je n'avais jamais été auparavant. Quelqu'un capable de tromperie, de manipulation et de calcul impitoyable. Quelqu'un comme Dorothy elle-même. L'ironie ne m'a pas échappé. Pour vaincre le monstre, je devrais en devenir un. Mais en regardant ma fille endormie, ses petits doigts enroulés autour des miens en toute confiance, je savais que je deviendrais tout ce qui était nécessaire pour la protéger du sort que Dorothy lui avait réservé. Florence Rose Santino ne grandirait pas pour devenir une autre marionnette dans la collection de sa grand-mère, même si cela signifiait détruire tout le reste au passage. La clé du bureau de Dorothy m'est venue par pure chance déguisée en catastrophe. La sœur de Julien, Nathalie, se mariait dans 6 semaines, et le chaos d'avant le mariage a fourni une couverture parfaite pour mes missions de reconnaissance. Dorothy était en plein mode de planification d'événements, coordonnant avec les traiteurs, les fleuristes et les photographes tout en gérant la politique familiale avec sa poigne de fer habituelle. Au cours d'un après-midi particulièrement frénétique, elle s'est précipitée pour gérer une urgence florale sur le lieu de la réception, laissant son sac à main dans notre cuisine.
À l'intérieur de ce sac à main, avec la collection habituelle de cartes de crédit et de cosmétiques, se trouvait une petite clé en argent que je l'avais vu utiliser pour verrouiller la porte de son bureau. J'avais 20 minutes avant son retour, peut-être 30 si le fleuriste était aussi incompétent que Dorothy l'avait déclaré. Mes mains tremblaient alors que je faisais une empreinte de la clé en utilisant du savon et du papier d'aluminium. Une astuce que j'avais apprise d'un podcast sur les crimes réels pendant l'une de ces nuits blanches avec Florence. Ce n'était pas parfait, mais ça devrait suffire. Dorothy est revenue 35 minutes plus tard, marmonnant à propos de vendeurs incompétents et de tempéraments artistiques, complètement inconsciente que sa forteresse avait été violée. Obtenir une copie a pris une autre semaine de planification minutieuse. J'ai dû attendre le bon moment, lorsque Julien était au travail et que Dorothy était distraite, pour m'éclipser avec Florence pour ce que j'ai prétendu être un rendez-vous de routine chez le pédiatre. Le serrurier n'a posé aucune question et j'ai eu mon ticket d'or pour le sanctuaire de Dorothy. La première fois que je suis entré dans son bureau sans y être invité, mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le quartier pouvait l'entendre. La pièce était exactement ce à quoi je m'attendais, tout en bois sombre et en cuir, avec des œuvres d'art chères et des photos de famille soigneusement disposées qui racontaient l'histoire que Dorothy voulait que le monde croie. Son bureau était immense, une antiquité qui avait probablement coûté plus cher que la plupart des voitures. La surface était dégagée à l'exception d'un presse-papier en cristal, d'un stylo-plume et d'un petit journal en cuir dans lequel je l'avais vu écrire d'innombrables fois. J'ai tout photographié. Des états financiers montrant le réseau complexe des comptes de la famille Santino. Des documents juridiques révélant la véritable structure de propriété de l'entreprise de Julien. Une correspondance avec des avocats, des comptables et des partenaires commerciaux qui dressaient un tableau très différent de la richesse de la famille que ce qu'ils présentaient au monde. Mais c'est le journal qui a fourni les preuves les plus accablantes. L'écriture soignée de Dorothy révélait une femme qui voyait les gens comme des pièces d'échecs à déplacer sur un échiquier qu'elle seule pouvait voir. Il y avait des analyses détaillées des faiblesses des membres de la famille, des plans pour manipuler diverses situations à son avantage et des évaluations froides des menaces à son pouvoir. Les entrées me concernant étaient particulièrement éclairantes. Mataline continue de résister à l'intégration dans la structure familiale. Son attachement à son milieu ouvrier la rend inapte au non-Santino, mais l'engouement de Julien rend toute action directe impossible. La grossesse peut fournir un levier. Les nouvelles mères sont généralement plus malléables, surtout lorsqu'elles sont isolées de tout système de soutien extérieur. L'incident de la chambre d'enfant a été instructif. Mélie n'a plus de cran que ce qui avait été initialement évalué, mais elle manque de la pensée stratégique nécessaire pour constituer une réelle menace. La manipulation émotionnelle reste l'approche la plus efficace. Les complications de l'accouchement ont fourni une excellente occasion de démontrer l'instabilité et le mauvais jugement de Maline. Julien remet maintenant en question ses instincts maternels, ce qui sera utile pour les futures discussions sur la garde si le mariage devient intenable. Discussion sur la garde. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Dorothy n'essayait pas seulement de contrôler mon mariage. Elle planifiait déjà sa dissolution, et elle documentait des preuves qu'elle pourrait utiliser pour m'enlever ma fille. J'ai photographié chaque page, mes mains plus stables maintenant que je comprenais la véritable ampleur de la menace à laquelle j'étais confronté. Il ne s'agissait plus seulement d'une belle-mère autoritaire. Il s'agissait de survie. Les dossiers financiers étaient tout aussi révélateurs. La fortune des Santino était bâtie sur une base d'investissement douteux, d'évasion fiscale et de ce qui semblait être un délit d'initié systématique. Dorothy avait de la documentation remontant à 20 ans, le tout organisé avec la précision de quelqu'un qui comprenait sa valeur comme assurance ou matériel de chantage. Pas étonnant que Julien ne puisse pas se libérer de l'emprise de sa mère. Elle détenait des preuves qui pourraient détruire non seulement son entreprise, mais aussi sa liberté. Le rôle du fils dévoué n'était pas seulement de la manipulation émotionnelle. C'était de l'autoconservation. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait plusieurs visites au bureau de Dorothy, toujours pendant ces brèves fenêtres où je pouvais être certaine de l'intimité. J'ai copié des fichiers, photographié des documents et lentement assemblé une image complète de l'empire financier de la famille Santino. Ce que j'ai trouvé était suffisamment accablant pour les détruire tous. Mais la destruction n'était pas mon objectif. Pas encore. Je voulais quelque chose de plus précis, de plus poétique. Je voulais que Dorothy comprenne exactement ce que l'on ressentait d'être piégé, impuissant et dépendant de la pitié de quelqu'un d'autre. Je voulais qu'elle éprouve le même isolement et le même désespoir qu'elle m'avait infligé. Et je commençais à voir exactement comment y parvenir.
L'occasion que j'attendais est arrivée sous la forme du week-end du mariage de Nathalie. Tout le clan Santino serait réuni au domaine de Dorothy pour 3 jours de célébration, laissant notre maison vide et mes mouvements non surveillés pour la première fois depuis des mois. Julian était stressé par ses fonctions de témoin. Dorothy orchestrait chaque détail de l'événement avec une précision militaire, et tout le monde était trop distrait par les dégustations de champagne et les dîners de répétition pour prêter attention à ce que la jeune mère tranquille faisait de son temps libre. Parfait. J'avais passé des semaines à me préparer pour ce moment, rassemblant non seulement des preuves, mais aussi les outils dont j'aurais besoin pour exécuter mon plan. Un nouveau téléphone portable enregistré sous un faux nom. Un coffre-fort dans une banque de l'autre côté de la ville où Dorothy ne penserait jamais à regarder. Des documents juridiques préparés par un avocat spécialisé dans les divorces et les affaires de garde à fort conflit. Plus important encore, j'avais ouvert mon propre compte bancaire, ce que j'aurais dû faire il y a des années, mais que je n'avais jamais pris la peine de faire car Julian s'occupait de toutes nos finances. Il ne contenait que quelques centaines de dollars de mon ancien compte d'épargne, mais c'était le mien, complètement séparé du réseau financier des Santino. Les festivités du mariage ont commencé un vendredi soir avec un dîner de répétition au country club. J'ai joué mon rôle à la perfection. L'épouse attentionnée aidant Julian avec sa cravate, la belle-fille reconnaissante complimentant l'organisation de l'événement par Dorothy, la mère dévouée montrant le bébé Florence à des parents éloignés qui roucoulaient de manière appropriée puis nous oubliaient. Personne n'a remarqué quand je me suis éclipsé tôt, prétextant la fatigue et les devoirs d'allaitement. Personne n'a remis en question mon absence des activités d'après-fête. Personne n'a réfléchi à 2 fois à la jeune mère qui préférait les soirées tranquilles à la maison aux obligations sociales. Ils ont vu exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. Maline, l'épouse soumise qui connaissait sa place. Cette nuit-là, pendant que la famille Santino célébrait au country club, j'ai commencé le travail le plus important de ma vie. D'abord, j'ai transféré toutes les preuves que j'avais rassemblées sur un stockage numérique sécurisé et des sauvegardes sur papier. Dossiers financiers, documents juridiques, entrées de journal accablantes de Dorothy, le tout conservé en toute sécurité à plusieurs endroits qu'elle ne pouvait ni accéder ni contrôler. Puis j'ai passé quelques appels. Le fisc a un programme de dénonciation qui récompense les personnes qui signalent la fraude fiscale par un pourcentage des fonds récupérés. La SEC offre des incitations similaires pour le signalement des violations de titres, et les juges des tribunaux de la famille voient d'un très mauvais œil les parents qui utilisent les enfants comme des armes dans les litiges de garde. Je n'ai pas fait de rapports officiels cette nuit-là. Cela viendrait plus tard, lorsque le moment serait parfait, mais j'ai établi le contact avec les bonnes personnes, fourni des informations préliminaires et jeté les bases de ce qui deviendrait une enquête très approfondie sur les pratiques commerciales de la famille Santino. À l'aube, j'avais mis en branle une chaîne d'événements qui démantèlerait l'empire soigneusement construit de Dorothy, une menace à la fois. Mais le véritable chef-d'œuvre était encore à venir. La cérémonie de mariage du samedi était magnifique, comme seul l'argent illimité peut le permettre. Nathalie était radieuse dans sa robe de créateur. Le marié semblait sincèrement épris, et Dorothy tenait la cour comme la reine-mère qu'elle s'était toujours crue être. J'étais assise à l'arrière avec Florence, applaudissant aux moments opportuns et souriant pour les photos de famille, tout en révisant mentalement les derniers détails de mon plan. Tout devait se dérouler dans la séquence exacte, avec un timing parfait, pour obtenir l'impact maximal. La réception était encore plus élaborée que la cérémonie. Des centaines d'invités ont rempli le domaine de Dorothy, dînant sur une cuisine préparée par des chefs célèbres et dansant sur la musique d'un orchestre complet. C'était le genre d'événement qui serait présenté dans les magazines de société, un témoignage du goût, de la richesse et de la position sociale de Dorothy. C'était aussi la distraction parfaite. Pendant que tout le monde célébrait et que Dorothy se prélassait dans la gloire de sa gestion d'événements réussis, j'ai exécuté la phase finale de ma préparation. Transfert de compte bancaire, dépôt de documents juridiques, communication numérique avec des avocats, des journalistes et des agences gouvernementales. Au moment où le dernier invité est parti le dimanche soir, j'avais tout mis en place. Le lundi matin apporterait une nouvelle réalité à la famille Santino, mais il ne le savait pas encore. Dorothy était d'excellente humeur alors que nous rangions après les festivités du week-end. Le mariage avait été un triomphe social, et elle avait reçu de nombreux compliments sur ses compétences organisationnelles et son goût impeccable. Même Julian semblait plus détendu que d'habitude, l'accomplissement réussi de ses devoirs de témoin levant une partie du stress constant qui était devenu son état par défaut. Ça s'est très bien passé, a annoncé Dorothy alors que nous rangions les dernières décorations du mariage. Nathalie était magnifique. La cérémonie était parfaite,
et tout le monde a passé un excellent moment. C'est si satisfaisant quand une planification minutieuse produit des résultats parfaits. J'ai hoché la tête et souri, jouant mon rôle à la perfection. Tu as fait un travail incroyable. Tout était magnifique. Merci, ma chère. Je suis contente que tu apprécies l'effort fourni. Elle s'est arrêtée, étudiant mon visage avec ses yeux bleus calculateurs. Tu as semblé beaucoup plus installée ces derniers temps, moins résistante aux contributions familiales. La maternité t'a fait mûrir. Si seulement elle savait à quel point. J'ai réfléchi à ce que tu as dit à l'hôpital, ai-je menti doucement, à propos de mettre la famille en premier et d'assurer la stabilité de Florence. Tu avais raison. J'étais égoïste et émotive. Le sourire de Dorothy était triomphant. Je suis si heureuse de t'entendre dire ça. Julien sera ravi. Il s'est inquiété de la tension dans la maison. Je veux faire mieux pour le bien de Florence. Excellent. Dans ce cas, j'ai quelques idées sur la façon dont nous pourrions restructurer les choses pour qu'elles fonctionnent plus efficacement pour tout le monde. Dorothy s'est installée dans son fauteuil préféré, clairement prête à exposer sa vision de ma capitulation complète. J'ai réfléchi à la situation de la nounou, et je crois qu'une aide à domicile serait la meilleure solution. Je connais la candidate parfaite. Très expérimentée, d'excellentes références et totalement loyale aux intérêts de la famille. Loyale aux intérêts de la famille. Traduction, une espionne qui rapporterait chacun de mes mouvements directement à Dorothy. Ça semble merveilleux, ai-je dit, injectant juste la bonne dose de gratitude dans ma voix. J'aurais bien besoin d'aide. Et je pense qu'il serait bénéfique pour toi de prendre plus de responsabilités dans l'entreprise familiale. Rien de trop complexe, bien sûr, mais Julien pourrait utiliser une assistante pour ses tâches administratives. Ça te donnerait un but au-delà de la maternité. Des tâches administratives. Accès à des dossiers commerciaux qui pourraient être utilisés pour m'incriminer davantage si les choses tournaient mal. Une autre chaîne pour me lier à l'Empire Santino. J'adorerais aider de toutes les manières possibles. Dorothy m'a souri comme si j'étais une élève particulièrement prometteuse qui avait enfin compris un concept difficile. Merveilleux. Nous commencerons à prendre des dispositions immédiatement. J'ai un si bon pressentiment sur la façon dont les choses vont se passer. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Le mardi matin s'est levé clair et froid, avec une sorte de lumière d'octobre vive qui rendait tout net et significatif. Je me suis réveillé tôt, comme c'était devenu mon habitude depuis la naissance de Florence, et je suis resté au lit quelques minutes à écouter les bruits de ma famille qui commençait sa journée. Le réveil de Julien a sonné à 6h30 précise. Il est sorti du lit en grognant, a trébuché vers la salle de bain et a commencé sa routine matinale avec la même précision méthodique qu'il appliquait à tout le reste. Douche, rasage, habillage, café, nouvelles, mallette, baiser d'adieu qui a à peine effleuré ma joue. À 7h45, il était parti. Florence a remué dans son berceau, faisant les petits bruits reniflants qui signifiaient qu'elle serait bientôt réveillée et affamée. Je l'ai soulevée doucement, respirant cette douce odeur de bébé qui ne manquait jamais de calmer mon cœur qui battait la chamade, et je me suis installé dans le fauteuil à bascule que ma grand-mère avait sculpté, que ma mère avait restauré et que Dorothy avait essayé de jeter. « Bonjour, mon amour », ai-je murmuré contre ses cheveux doux. « As-tu bien dormi ?» Elle m'a regardé avec ses yeux bleus sérieux, les yeux de Julien, malheureusement, mais dans un visage qui était purement le mien, et j'ai senti la montée familière de protection féroce qui était devenue ma force motrice. Tout ce que j'étais sur le point de faire était pour elle, pour lui donner un avenir libre des manipulations de Dorothy, des faiblesses de Julien et de l'héritage toxique des Santino qui, autrement, définirait toute sa vie. Après avoir nourri et changé Florence, je suis descendu pour préparer le petit déjeuner et j'ai trouvé Dorothy déjà dans ma cuisine, vêtue d'une de ses tenues de sport chères et buvant du café dans ma tasse préférée. « Bonjour, ma chère », a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. J'ai pris rendez-vous avec la candidate pour la nounou cet après-midi et pour le poste d'administrateur d'entreprise jeudi. J'ai pensé que nous devrions agir rapidement sur les deux fronts. Agir rapidement avant que je puisse changer d'avis ou causer plus de problèmes. Ça semble parfait, ai-je dit, versant mon propre café et installant Florence dans son transat. J'ai hâte de commencer. Dorothy a levé les yeux, étudiant mon visage à la recherche de signes de rébellion ou de ressentiment. N'en trouvant aucun, elle a souri. Ce sourire satisfait que j'avais appris à détester. Excellent. Oh, et Julien a mentionné que tu avais des problèmes de sommeil.
Je connais un merveilleux médecin spécialisé dans les problèmes postpartum. Très discret, très compréhensif des défis auxquels les nouvelles mères sont confrontées. Un psychiatre, quelqu'un qui pourrait documenter mon instabilité et fournir un témoignage d'expert sur mon aptitude en tant que mère si la garde devenait un problème. En fait, je dors beaucoup mieux maintenant, ai-je dit honnêtement. Je pense que je m'adaptais simplement à la nouvelle routine. Mais merci de penser à moi. Bien sûr, ma chère. Nous sommes une famille. Famille. Le mot qui excusait chaque violation de limite, chaque manipulation, chaque cruauté désinvolte qu'elle avait infligée au cours de l'année écoulée. Nous avons bavardé agréablement pendant que je donnais son petit déjeuner à Florence, Dorothy exposant ses projets pour mon avenir avec la même confiance désinvolte qu'elle avait montrée en redessinant ma chambre d'enfant. J'ai hoché la tête et accepté, jouant le rôle de la belle-fille reconnaissante qui avait enfin appris sa place. Elle n'avait aucune idée qu'elle regardait une bombe qui était sur le point d'exploser. Après le départ de Dorothy pour son match de tennis matinal, j'ai passé du temps avec Florence, jouant à cache-cache et chantant des berceuses pendant que mon esprit passait en revue la liste de contrôle final une dernière fois. Tout était en place. Toutes les éventualités avaient été prévues. Toutes les réactions possibles avaient été anticipées et contrées. À 11 heures, j'ai passé le premier appel. Monsieur Harrison, c'est Malin Santino. Je suis prête à procéder avec les documents dont nous avons discuté. Mon avocat spécialisé en divorce était efficace et minutieux. Les papiers seraient prêts à être déposés à la fin de la journée. La requête de garde, étayée par les propres entrées de journal de Dorothy documentant ses tentatives de manipuler la situation, serait soumise simultanément. Le deuxième appel a été passé à l'agent du fisc qui avait exprimé son intérêt pour les pratiques comptables créatives de la famille Santino. Agent Xander, j'ai les documents supplémentaires que vous avez demandés. Le troisième appel a été passé au journaliste du journal financier spécialisé dans la dénonciation des crimes en col blanc. Mademoiselle Miller, oui, je suis prête à parler officiellement. À midi, j'avais mis en branle une série d'événements qui détruiraient la réputation, la fortune et la liberté de la famille Santino. Mais ce n'était que le début. Le vrai spectacle commencerait ce soir. J'ai passé l'après-midi à jouer la mère et l'épouse parfaite. J'ai rangé la maison, préparé le dîner préféré de Julien et tout arrangé pour que tout ait l'air exactement comme d'habitude. Normal, domestique, complètement inoffensif. Quand Julien est rentré à 18h30, je l'ai accueilli avec un sourire et un baiser plus chaleureux que d'habitude. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, prenant sa mallette et suspendant son manteau comme je l'avais fait des centaines de fois auparavant. « Bien. Occupé. Maman a dit que tu étais enthousiaste à propos des nouveaux arrangements. » Très enthousiaste. Je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Il s'est visiblement détendu, probablement soulagé que les mois de tension soient enfin terminés. Sa femme difficile avait été domptée, sa mère était heureuse et sa vie pouvait reprendre les schémas lisses et prévisibles qu'il préférait. Nous avons eu un dîner charmant. Julien a parlé de travail. J'ai partagé des histoires amusantes sur la journée de Florence, et nous avons fait des projets pour le week-end comme n'importe quel couple normal. Pendant quelques heures, je me suis presque laissé me souvenir pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui en premier lieu. Mais ensuite Dorothy a appelé, comme elle le faisait tous les soirs, et j'ai regardé le visage de mon mari s'illuminer d'une chaleur sincère qu'il ne m'avait pas montrée depuis des mois. « Salut, maman. » Le dîner était excellent. Malin a été merveilleuse aujourd'hui. Merveilleuse. Comme un animal de compagnie bien dressé qui avait enfin appris à ne pas aboyer sur les visiteurs. Après que Julien soit allé se coucher, je me suis assise dans le salon avec mon ordinateur portable, mettant la dernière main à un document qui servirait à la fois d'explication et de preuve. L'histoire de mon mariage, les manipulations de Dorothy et les crimes financiers que j'avais découverts. Tout documenté avec la même attention méticuleuse aux détails que Dorothy m'avait appris à apprécier. Il serait publié simultanément sur les réseaux sociaux, envoyé à tous les principaux médias et livré aux agences gouvernementales compétentes. Le lendemain matin, la famille Santino ferait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Mais ce n'était toujours pas assez. À 2 heures du matin, j'ai passé un dernier appel. Ruby, c'est Mataline. J'ai besoin de ce service dont nous avons parlé. Ruby, l'infirmière qui m'avait tenu la main pendant l'accouchement de Florence, était devenue une alliée inattendue au cours des derniers mois. Elle avait vu de ses propres yeux comment Dorothy avait essayé de contrôler mon travail et mon accouchement, et elle avait discrètement documenté des cas similaires d'ingérence familiale dans les soins médicaux.
Tout est prêt, a-t-elle dit doucement. La maison sûre est préparée, et l'équipe juridique sait qu'il faut vous attendre. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? J'ai regardé autour de la maison qui n'avait jamais vraiment été la mienne, la vie que j'avais tant essayé de faire fonctionner. Le mariage qui était mort la nuit où il m'avait enfermé dehors en plein travail. J'en suis sûr. Alors je vous verrai demain. Soyez prudente, Malines. J'ai raccroché et j'ai traversé ma maison une dernière fois, mémorisant des détails que je ne reverrai plus jamais. Les comptoirs en granit que Dorothy avait choisis. Les sols en marbre sur lesquels elle avait insisté. Les photos de famille qui racontaient l'histoire de la vie de Julien avant moi et qui continueraient longtemps après mon départ. Dans la chambre de bébé, j'ai préparé un sac pour Florence avec une efficacité tranquille, vêtements, couches, les maternisés, jouets, tout ce dont elle aurait besoin pour la nouvelle vie que nous étions sur le point de commencer. Elle a dormi paisiblement pendant mes préparatifs, me faisant confiance pour la garder en sécurité, même si elle n'avait aucune idée à quel point son monde était sur le point de changer radicalement. J'ai laissé 3 enveloppes sur l'oreiller de Julien. La première contenait les papiers du divorce et un accord de garde qui me donnerait la garde principale tout en lui permettant des visites supervisées. Les termes étaient plus généreux qu'il ne le méritait, mais je n'essayais pas de le punir d'être faible. J'essayais de sauver ma fille de devenir une autre victime de Dorothy. La deuxième enveloppe contenait des copies de toutes les preuves que j'avais rassemblées sur les crimes financiers de la famille, ainsi qu'une explication détaillée de la façon dont Dorothy avait manipulé notre mariage depuis le tout début. Chaque commentaire cruel, chaque jeu de pouvoir, chaque tentative de m'isoler et de me contrôler, tout cela documenté avec des dates, des témoins et des preuves à l'appui. La troisième enveloppe était plus simple. Juste une courte note qui disait tout ce que je n'avais jamais pu lui dire pendant que nous étions mariés. Julien, je t'ai aimé. J'ai aimé l'homme que tu étais avant que ta mère ne te convainque que j'étais l'ennemi. J'aurais passé ma vie à te rendre heureux si tu me l'avais permis. Mais tu l'as choisi. Chaque fois, tu l'as choisi. Maintenant, je choisis notre fille. N'essaie pas de nous trouver. Le système judiciaire s'occupera des arrangements de garde et mes avocats s'occuperont de tout le reste. Au moment où tu liras ceci, le monde saura qui est vraiment la famille Santino. Tu peux me blâmer pour ça si ça t'aide à dormir la nuit. Mais nous savons tous les deux la vérité. Tu t'es infligé ça à toi-même. Prends soin de ta mère. Elle va avoir plus besoin de toi que jamais maintenant. Malines. À 4 heures du matin, j'ai chargé ma fille endormie dans son siège auto et j'ai quitté la maison où j'avais tant essayé de m'intégrer. L'air d'octobre était vif et pur, et le ciel à l'est commençait à peine à montrer les premières lueurs de l'aube. Quelque part derrière moi, Julien dormait paisiblement dans notre lit, ignorant que sa femme et son enfant étaient partis. Quelque part de l'autre côté de la ville, Dorothy dormait dans son manoir, rêvant de la belle fille docile qu'elle pensait avoir enfin créée. Il se réveillerait dans un cauchemar. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Le premier appel de Julien est arrivé à 6h47. J'étais assise dans la cuisine de Ruby, donnant son biberon du matin à Florence pendant que les nouvelles passaient à la télévision en arrière-plan. La maison sûre était un petit appartement de l'autre côté de la ville, meublé avec le nécessaire et approvisionné en tout ce dont nous aurions besoin pour les prochaines semaines. Mon téléphone a vibré contre le comptoir, le nom de Julien clignotant sur l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le deuxième appel est arrivé 30 secondes plus tard. Puis le troisième. À 7 heures, il avait appelé 15 fois. Finalement, j'ai répondu. Mateline. Sa voix était rauque, désespérée. Où es-tu? Où est Florence? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je suppose que tu as trouvé mes lettres. Des lettres? Malines, il y a des journalistes devant notre maison. Il y a des agents fédéraux qui posent des questions sur l'entreprise. Maman est en pleine crise de nerfs. Tu dois rentrer à la maison tout de suite et expliquer ce que tu as fait. La panique dans sa voix était presque satisfaisante. Presque. Je ne rentre pas à la maison, Julien. Il n'y a plus de maison. De quoi parles-tu, Malines? Tu me fais peur. Quoi qu'il arrive, nous pouvons le régler. Reviens juste et nous nous en occuperons. Comme nous nous sommes occupés de la chambre d'enfant. Comme nous nous sommes occupés de mon accouchement. Comme nous nous sommes occupés de tous les autres problèmes de notre mariage où l'opinion de ta mère comptait plus que les sentiments de ta femme. Comme quand toi et ta mère m'avez enfermé dehors pendant que j'étais en travail. Silence.
Alors c'est à propos de maman. Maline. Si tu es contrarié par... Je ne suis pas contrarié, Julian. J'en ai fini. Je pouvais entendre la voix de Dorothy en arrière-plan, stridente et exigeante, demandant probablement à qui il parlait, ce que je disais, comment il pouvait reprendre le contrôle de la situation. Maline, s'il te plaît, je t'aime. Florence a besoin de son père. Florence a besoin d'un père qui la met en premier. Un père qui la protège des personnes toxiques au lieu de les encourager. Un père qui choisit sa famille plutôt que sa mère. Je choisis la famille. Tu es ma famille. Non, Julian. Je n'ai jamais été ta famille. J'étais juste la femme que tu as épousée en attendant que ta mère approuve tes choix. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du son de sa respiration et de la voix de plus en plus frénétique de Dorothy en arrière-plan. Mataline, a-t-il finalement dit, la voix brisée. S'il te plaît, ne m'enlève pas ma fille. Je ne l'emmène pas. Je la garde en sécurité. Il y a une différence. J'ai raccroché et éteint le téléphone. En moins d'une heure, la nouvelle avait éclaté au grand jour. Un empire financier bâti sur la fraude. Les sombres secrets de la famille Santino révélés. Les titres criaient à travers tous les principaux médias, étayés par la montagne de preuves que j'avais fournies aux journalistes et aux enquêteurs. Des relevés bancaires montrant une évasion fiscale systématique, des documents d'investissement révélant des délits d'initiés, des correspondances par email qui dressaient un tableau de crimes financiers délibérés et calculés s'étalant sur 2 décennies. Mais les révélations les plus accablantes venaient du propre journal de Dorothy, ses évaluations froides et calculatrices des membres de la famille comme des pièces d'échecs à manipuler, ses plans détaillés pour contrôler le mariage de Julian et isoler sa femme, ses tentatives documentées d'interférer avec les soins médicaux pendant l'accouchement pour établir des motifs de contestation de la garde. La femme qui s'était présentée comme une mère dévouée et une grand-mère aimante s'est révélée être une manipulatrice experte qui voyait les gens comme des outils à utiliser pour son propre bénéfice. La réaction du public a été rapide et brutale. Les médias sociaux ont explosé de commentaires sur l'affaire. Le hashtag #SantinoScandale est devenu une tendance en quelques heures. Des femmes ont partagé leurs propres histoires de belles-mères toxiques et de familles autoritaires. Des experts juridiques ont commenté les preuves et leurs implications pénales potentielles. Plus dévastateur encore, d'autres victimes ont commencé à se manifester. Les ex-petites amies de Julian qui avaient été chassées par l'ingérence de Dorothy. D'anciens partenaires commerciaux qui avaient été trompés ou manipulés. Des employés qui avaient été licenciés pour avoir remis en question des pratiques contraires à l'éthique. Un schéma d'abus et de contrôle qui remontait à des années, le tout centré sur le besoin de Dorothy de dominer tout le monde dans son orbite. À midi, des agents fédéraux avaient perquisitionné à la fois l'entreprise familiale et le domaine de Dorothy. Julian avait été emmené pour interrogatoire, et Dorothy elle-même avait été arrêtée pour évasion fiscale, fraude sur les valeurs mobilières et complot. L'empire qu'elle avait mis des décennies à construire s'est effondré en une seule matinée. Mon téléphone a recommencé à sonner vers 14 heures. Pas Julian cette fois. Il était probablement trop occupé à parler à des avocats et à des enquêteurs fédéraux. Cet appel venait de Thomas, le frère aîné de Julian. Maline, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Thomas avait toujours été le plus froid des enfants Santino, celui qui ressemblait le plus à Dorothy dans son approche calculatrice des relations. Sa femme l'avait quitté 2 ans auparavant, emmenant leurs enfants et invoquant des différends irréconciliables que tout le monde savait signifier qu'il avait choisi sa mère plutôt que son mariage. J'ai dit la vérité, ai-je dit simplement. Tu as détruit cette famille. Détruit des vies. Pourquoi? Parce que maman a blessé tes sentiments? Ta mère a essayé de m'enlever mon enfant, Thomas. Elle a documenté ses plans de sa propre main. Elle a interféré avec mes soins médicaux pour créer des preuves de mon inaptitude en tant que mère. Elle a manipulé chaque aspect de mon mariage pour m'isoler de mon mari. C'est ridicule. Maman aime Julian. Elle t'aime. Ta mère aime le contrôle. Il aime le pouvoir. Elle aime être le centre de l'univers de tout le monde. Mais elle n'aime pas les gens. Elle les collectionne. Tu es folle. Peut-être, mais je suis aussi libre. Thomas a raccroché, mais les appels ont continué à affluer. Nathalie sanglotant à propos de sa lune de miel ruinée par le scandale. Des amis de la famille exigeant des explications. Des avocats essayant d'évaluer ma volonté de coopérer à diverses enquêtes. Je les ai tous ignorés. Ce soir-là,
Ruby m'a apporté le dîner et les dernières nouvelles. L'histoire des Santino était devenue nationale, reprise par les chaînes avides d'un scandale qui combinait drame familial, crime financier et une jeune mère sympathique luttant contre une dynastie autoritaire. « Comment tiens-tu le coup ?» a demandé Ruby, s'installant sur la chaise en face de la mienne pendant que Florence jouait sur une couverture entre nous. Mieux que ce à quoi je m'attendais. C'était vrai. Malgré le chaos que j'avais déchaîné, malgré l'avenir incertain qui m'attendait, je me sentais plus calme que je ne l'avais été depuis des mois. Pour la première fois depuis 1 an, je me sens à nouveau moi-même. Des regrets. J'ai regardé ma fille, qui mâchouillait un anneau de dentition et babillait joyeusement pour elle-même. Elle n'avait aucune idée que son monde avait été bouleversé, que son père faisait face à des accusations criminelles, que sa grand-mère était en détention fédérale. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa mère était là, la tenant, la gardant en sécurité. Non, ai-je dit fermement. Aucun regret. Le lendemain matin, Julien s'est présenté à ma porte. Il avait l'air terrible, non rasé, les yeux creux, portant les mêmes vêtements que la veille. L'homme d'affaires confiant avait été remplacé par un homme brisé qui avait tout perdu en l'espace de 24 heures. Ruby a ouvert la porte, mais m'a laissé décider de lui parler ou non. J'ai accepté, en partie par curiosité, et en partie parce que je pensais qu'il méritait une chance de dire au revoir à sa fille. Nous nous sommes assis dans le petit salon de Ruby, Florence dormant paisiblement dans son siège auto entre nous, comme un petit rappel de ce que nous avions créé ensemble et de ce que je protégeais maintenant. Ils l'ont arrêté, a dit Julien sans préambule. Ils ont arrêté ma mère. Je sais que les accusations sont graves, Maline. Elle pourrait aller en prison pendant des années. Elle a commis des crimes pendant des années. C'est ça, la responsabilité. Il a passé ses mains dans ses cheveux, le geste si familier qu'il m'a fait mal au cœur pour l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Elle essayait juste de protéger la famille. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour nous. Elle protégeait son pouvoir, son contrôle, sa version de ce que la famille devrait être. Elle-même. Je n'en doute pas. Mais l'amour sans respect n'est que de la possession. Et ta mère n'a jamais appris la différence. Julien a regardé notre fille endormie, ses yeux se remplissant de larmes. Puis-je la tenir? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Il a soulevé Florence avec la révérence prudente d'un homme qui n'était pas sûr d'avoir une autre chance, la berçant contre sa poitrine pendant qu'elle dormait, inconsciente du drame qui l'entourait. « Je l'aime tellement », a-t-il murmuré. « Je vous aime tellement toutes les deux. » Je sais. Mais l'amour ne suffit pas, Julien. Ça n'a jamais suffi. Que puis-je faire? Comment puis-je réparer ça? J'ai étudié son visage, cherchant un signe de l'homme qui m'avait autrefois fait croire au conte de fées. Tu ne peux pas réparer ça. Trop de choses ont été brisées. Trop de confiance a été perdue. Alors c'est tout. C'est fini. Notre mariage est terminé parce que tu ne pouvais pas t'entendre avec ma mère. Le vieux Julien était toujours là, réalisais-je, minimisant toujours, manquant toujours le point, toujours incapable de voir la situation clairement parce qu'admettre la vérité signifierait reconnaître son propre rôle dans la destruction. Notre mariage est terminé parce que quand j'avais le plus besoin de toi, tu l'as choisi. Quand j'étais en travail, suppliant de l'aide, tu m'as enfermé hors de ma propre maison et tu as laissé ta mère jouer au docteur avec la vie de notre enfant. Nous essayons d'aider. Arrête. J'ai levé la main, soudainement épuisé par le schéma familier de ses excuses. Arrête, c'est tout. Je n'ai plus besoin que tu comprennes. Je n'ai plus besoin que tu valides mon expérience ou que tu admettes que tu avais tort. J'ai juste besoin que tu nous laisses partir. Julien a tenu Florence pendant encore 10 minutes, murmurant des promesses qu'il ne pouvait pas tenir et des excuses qui venaient trop tard. Quand il me l'a finalement rendue, son visage était mouillé de larmes. Je contesterai l'arrangement de garde. Je me battrai pour ma fille. Tu peux essayer, mais les tribunaux verront les mêmes preuves que tout le monde. Ils liront les entrées du journal de ta mère sur l'utilisation de Florence comme une arme contre moi. Ils entendront des témoignages sur la nuit où tu m'as empêché d'obtenir des soins médicaux alors que j'étais en travail. Je me suis levé, signalant que notre conversation était terminée. Tu as fait ton choix, Julien. Maintenant, vis avec. Tu es allé jusqu'à la porte, puis tu t'es arrêté et tu m'as regardé une dernière fois. Je t'ai vraiment aimé, Maline. Je sais, ai-je dit doucement. C'est ce qui rend tout ça si triste. Après son départ,
je me suis assise avec Florence dans l'appartement calme et je me suis permis de pleurer la vie que j'avais pensé que nous construisions ensemble. Les rêves que j'avais de vieillir avec Julien, d'élever nos enfants dans un foyer rempli d'amour et de rire, de faire partie d'une famille qui se choisissait tous les jours. Ces rêves étaient morts maintenant, tués par la manipulation de Dorothy, la faiblesse de Julien et mon propre refus de disparaître tranquillement à l'arrière-plan de leur histoire. Mais de nouveaux rêves prenaient déjà forme. Des rêves d'élever ma fille dans un foyer où sa voix serait entendue et ses choix respectés. Des rêves de lui apprendre que l'amour sans respect ne valait rien. Qu'elle méritait mieux qu'une acceptation conditionnelle. Qu'elle avait le pouvoir d'écrire sa propre histoire, peu importe ce que les autres attendaient. Des rêves de liberté. 1 an plus tard, je me tenais dans la cuisine de notre nouvelle maison, un modeste bungalow artisanal à 3 états de l'Empire Santino, regardant Florence faire ses premiers pas hésitants entre la table basse et le canapé. « Allez, ma chérie », ai-je encouragé, m'accroupissant les bras tendus. « Tu peux le faire. » Elle a vacillé un instant, ses jambes potelées instables mais déterminées, puis a fait 3 pas fiers avant de tomber dans mes bras avec un rire ravi. « C'est ma fille courageuse », ai-je murmuré, couvrant son visage de baisers alors qu'elle poussait des cris de rire. Les mois précédents avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, d'attention médiatique et du processus compliqué de construction d'une nouvelle vie à partir de zéro. Le scandale Santino avait dominé les gros titres pendant des semaines, avec de nouvelles révélations émergeant presque quotidiennement sur les crimes financiers de la famille et les tactiques de manipulation psychologique de Dorothy. Dorothy elle-même avait été condamnée à 8 ans de prison fédérale. Julien a reçu 5 ans, bien qu'il soit éligible à la libération conditionnelle dans 3 ans avec bonne conduite. Thomas avait coopéré avec les enquêteurs en échange d'une peine plus légère, 2 ans plus des travaux d'intérêt général et des dédommagements. L'entreprise familiale avait été dissoute, ses actifs saisis pour rembourser les investisseurs floués et les impôts impayés. Le manoir avait été vendu pour couvrir les frais de justice et les amendes. La dynastie que Dorothy avait mis des décennies à construire a été complètement détruite. Mais rien de tout cela ne m'importait plus. Ce qui importait, c'était la vie que Florence et moi avions construite ensemble dans notre petite maison avec sa cuisine jaune ensoleillée et le fauteuil à bascule que ma grand-mère avait fabriqué. Ce qui importait, c'était le jardin que je plantais dans le jardin et le groupe de mamans locales que j'avais rejoint et la petite entreprise de rédaction indépendante que j'avais lancée pour nous soutenir. Ce qui importait, c'était la liberté. J'avais reçu de nombreuses demandes d'interviews de journalistes, de réalisateurs de documentaires et d'animateurs de talk-shows qui voulaient raconter mon histoire. Le récit de la jeune mère courageuse qui avait fait tomber une dynastie corrompue faisait une télévision captivante. Mais je les ai toutes refusées. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait pas de punition ou de justice ou de prouver un point. Il s'agissait de guérison. Chaque jour, Florence et moi apprenions quelque chose de nouveau sur la vie sans l'ombre des Santino qui planaient sur nous. Des choses simples comme choisir notre propre petit déjeuner sans nous soucier des opinions de Dorothy sur une bonne nutrition. Des choses importantes comme prendre des décisions basées sur ce qui nous semblait juste plutôt que sur ce qui maintiendrait la paix. Nous avions maintenant des routines qui n'appartenaient qu'à nous. Des promenades matinales dans le quartier où Florence babillait aux chiens qui passaient et ramassait des feuilles intéressantes. Des siestes l'après-midi dans le fauteuil à bascule pendant que je lisais des livres que j'avais choisis simplement parce qu'ils semblaient intéressants. L'heure du bain le soir, remplie d'éclaboussures et de rires, et personne ne nous pressait de finir. La maison était devenue un sanctuaire d'une manière que notre ancienne maison n'avait jamais été. Chaque pièce reflétait des choix que j'avais faits librement, sans l'avis d'un comité ou l'approbation d'autorités supérieures. Les murs étaient peints dans des couleurs que j'aimais. Les meubles étaient confortables plutôt qu'impressionnants. Le réfrigérateur était couvert des œuvres d'art de Florence et de photos de nos aventures plutôt que de portraits de familles formelles et de calendriers d'obligations sociales. C'était exactement ce dont je rêvais pendant ces mois sombres où je me sentais comme une prisonnière dans ma propre vie. Mon avocat appelait régulièrement avec des mises à jour sur les procédures judiciaires en cours. Il y avait eu des tentatives de la part de divers parents Santino de contester l'arrangement de garde, mais les propres plans documentés de Dorothy d'utiliser Florence comme une arme avaient rendu ses efforts futiles. Julien écrivait des lettres de prison. De longues excuses décousues qui montraient qu'il commençait enfin à comprendre à quel point sa mère avait manipulé notre mariage. Je les lisais mais ne répondais pas. Certaines blessures étaient trop profondes pour que les mots puissent les guérir, et certaines relations étaient trop endommagées pour être réparées. Mais j'espérais qu'un jour, lorsqu'il serait vraiment libéré de l'influence de Dorothy, il pourrait devenir le genre de père que Florence méritait de connaître.
La sonnette a retenti juste au moment où j'installais Florence pour sa sieste de l'après-midi. À travers le Judas, j'ai vu un visage familier qui a fait battre mon cœur d'un mélange de joie et d'appréhension. Ma sœur Emma se tenait sur le porche, tenant une valise et arborant le plus grand sourire que j'ai vu depuis des années. « Mataline !» Elle m'a serré dans ses bras avec une étreinte féroce dès que j'ai ouvert la porte. « Oh mon Dieu, regarde-toi. Tu es magnifique. Tu as l'air libre. » Emma avait été la première personne que j'avais appelée après avoir quitté Julian. La première personne à savoir que j'étais en sécurité et que je recommençais ma vie. Mais c'était sa première visite dans notre nouvelle maison. Sa première chance de voir la vie que Florence et moi avions construite à partir de rien. « Regarde cet endroit », s'est-elle émerveillée, errant dans les petites pièces avec un plaisir évident. « Alors, c'est exactement ce que tu as toujours dit que tu voulais. »« C'est exactement ce que je ne savais pas que je pouvais avoir », ai-je corrigé. Nous avons passé l'après-midi à nous rattraper pendant que Florence montrait ses nouvelles compétences en marche, et Emma roucoulait à chaque étape de développement que je documentais dans le livre de bébé que Dorothy avait autrefois critiqué comme étant un non-sens sentimental. « Alors, quelle est la prochaine étape ?» a demandé Emma alors que nous étions assises sur le porche arrière, regardant Florence explorer le jardin pendant que le soleil de fin d'après-midi peignait tout en or. « Je ne sais pas, ai-je admis, pour la première fois de ma vie d'adulte. Je vais le découvrir au fur et à mesure. Pas de plan quinquennal, pas d'objectif stratégique, pas de réunion de comité pour déterminer la meilleure voie à suivre. » J'ai ri, me souvenant de la Maline qui avait épousé Julian avec un calendrier détaillé pour l'achat de la maison, la naissance des enfants et l'avancement de carrière. Cette femme était si sûre de pouvoir contrôler son avenir en faisant les bons choix et en plaisant aux bonnes personnes. Aucun plan au-delà de m'assurer que Florence grandisse en sachant qu'elle est aimée exactement pour qui elle est. C'est un très bon plan, a dit doucement Emma. Ce soir-là, après le départ d'Emma pour son hôtel et le sommeil de Florence dans son berceau, je me suis assise dans le fauteuil à bascule de ma grand-mère et je me suis permis de penser à l'avenir pour la première fois depuis des mois. Il y aurait des défis à relever. La maternité célibataire était difficile, même sans les complications d'un divorce très médiatisé et d'un copart en prison. L'argent serait serré jusqu'à ce que mon entreprise se développe. Florence aurait des questions sur son père et sa grand-mère auxquelles je devrais répondre honnêtement, mais de manière appropriée à son âge. Mais il y aurait aussi des possibilités que je n'avais jamais imaginées lorsque j'étais piégé dans la toile d'attente et d'obligation des Sentinaux. Florence pourrait grandir où nous voudrions vivre. Elle pourrait poursuivre tout intérêt qui attirerait son attention. Elle pourrait être tout ce qu'elle voudrait être sans le poids de l'héritage familial qui dicterait ses choix. Plus important encore, elle grandirait en sachant que sa voix comptait, que ses opinions étaient appréciées, que l'amour sans respect n'était pas de l'amour du tout, et qu'elle méritait mieux qu'une acceptation conditionnelle de la part de quiconque dans sa vie. Alors que je me balançais dans le fauteuil qui avait tenu 3 générations de femmes fortes, j'ai fait la même promesse que j'avais murmurée à ma fille à naître pendant ces nuits sombres où j'avais réalisé pour la première fois que j'étais piégé. Je la choisirai toujours. Je la protégerai toujours. Je m'assurerai toujours qu'elle sache qu'elle était assez exactement comme elle était. La maison s'est installée autour de nous avec de petits grincements et des soupirs. Les bruits d'un foyer qui était vraiment le nôtre. Dehors, le quartier était calme, à l'exception du bruit lointain des enfants qui jouaient et des chiens qui aboyaient. La symphonie ordinaire de gens ordinaires vivant des vies ordinaires est belle. Pour la première fois depuis que j'avais dit « oui » à Julian Santino, je me sentais vraiment en paix. Dorothy s'était trompée sur tant de choses, mais elle avait raison sur une chose. Certains liens ne pouvaient pas être rompus, quoi qu'il arrive. Le lien entre une mère et une fille qui se choisissaient chaque jour était incassable. Et c'était le seul héritage familial qui comptait. La lettre est arrivée un mercredi matin de mars, livrée par courrier recommandé à l'adresse que j'avais soigneusement gardée privée pendant 5 ans. Florence était à la maternelle. Je travaillais sur un article indépendant sur le jardinage urbain, et le soleil de printemps filtrait par les fenêtres de la cuisine de notre petite maison. L'adresse de l'expéditeur a fait trembler mes mains. Institution correctionnelle fédérale de Danbury, la prison de Dorothy. J'ai failli la jeter sans la lire. Presque. Mais la curiosité a gagné, comme toujours. J'ai ouvert l'enveloppe avec la même précision minutieuse que Dorothy utilisait autrefois pour tout dans sa vie parfaitement contrôlée. Chère Maline, je m'attends à ce que vous soyez surprise d'avoir de mes nouvelles. Je m'attends à ce que vous préfériez ne plus jamais avoir de mes nouvelles. Je comprends cela et je le respecte, mais j'ai des choses que je dois dire avant de mourir. Oui, je suis en train de mourir.
Un cancer du pancréas diagnostiqué il y a 3 mois. Les médecins me donnent 6 mois au plus. Je suis sûr que cette nouvelle ne vous attriste pas, et je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. J'ai eu 5 ans pour réfléchir à ce qui s'est passé entre nous, aux choix que j'ai faits et au mal que j'ai causé. 5 ans pour comprendre ce que je suis devenu et pourquoi je le suis devenu. La prison a une façon de dépouiller tout ce qui n'a pas d'importance jusqu'à ce qu'il ne vous reste que la vérité. La vérité, c'est que j'avais une peur bleue de perdre Julien. Pas seulement à vous, mais à quiconque pourrait s'interposer entre nous. Après la mort de Richard, Julien, étant le premier fils, était tout ce qui me restait de la vie que j'avais construite, de l'identité que je m'étais créée. Je ne pouvais pas supporter l'idée de le partager, de devenir moins importante à ses yeux que quelqu'un d'autre. Je me disais que je le protégeais. Je me disais que je préservais la famille. Je me disais que ce que vous voyez comme du contrôle était en fait de l'amour. Mais je mentais, Maline. À vous, à Julien, et surtout à moi-même. Ce que j'ai fait n'était pas de l'amour. C'était de la possession. C'était de la peur déguisée en sollicitude maternelle et en loyauté familiale. C'était les actions d'une femme qui confondait être nécessaire avec être aimée. Qui pensait que contrôler les gens était la même chose que s'en soucier. J'ai détruit le mariage de mon fils parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il puisse aimer quelqu'un plus qu'il ne m'aimait. J'ai interféré avec la naissance de ma petite fille parce que je ne pouvais pas accepter que vous soyez sa mère, pas moi. J'ai documenté des plans pour vous enlever votre enfant parce que je croyais, dans mon raisonnement tordu, qu'elle serait mieux sans la mère qu'il aimait réellement. J'avais tort sur tout. Julien me rend visite une fois par mois. Il a changé, Maline. La prison l'a changé, mais plus que ça, vous perdre, vous et Florence, l'a changé. Il parle de vous deux constamment, non pas avec colère ou ressentiment, mais avec le genre de chagrin qui vient de savoir que vous avez perdu quelque chose de précieux par votre propre bêtise. Il sort l'année prochaine. Il fait déjà des plans pour reconstruire sa vie. Et ces plans n'incluent pas d'essayer de vous reconquérir ou de se battre pour la garde de Florence. Il sait qu'il a perdu le droit aux deux lorsqu'il m'a choisi plutôt que sa famille. Mais il demande constamment de ses nouvelles. Il conserve chaque photo que vous avez envoyée à l'avocat, chaque bulletin scolaire, chaque mise à jour sur sa vie. Il a créé un album de la fille qu'il n'a jamais vraiment connue. Et il le lit comme d'autres lisent des textes religieux. Je n'écris pas pour vous demander de lui pardonner. Je n'écris pas pour vous demander de me pardonner. J'écris pour vous dire que vous aviez raison sur tout. Et pour vous demander, s'il vous plaît, un jour, lorsque Florence sera assez grande pour comprendre, de lui dire que sa grand-mère était une imbécile qu'il aimait assez pour mourir en sachant qu'elle était mieux sans moi. Vous avez gagné, Méline, complètement et totalement. Vous avez sauvé votre fille de devenir une autre Dorothy. Une autre femme qui confond contrôle et amour, possession et sollicitude. Vous lui avez donné quelque chose que je n'ai jamais donné à mes enfants, la connaissance qu'elle est aimée pour qui elle est, pas pour qui elle peut être façonnée. C'est le plus grand cadeau qu'une mère puisse faire à son enfant. Je suis fier de vous pour cela. Je sais que ma fierté ne signifie rien pour vous, mais je devais le dire quand même. Prenez soin de notre fille. Gardez-la en sécurité. Gardez-la libre. Dorothy. PS Il y a un fonds en fiducie qui a été créé pour Florence avant que le scandale n'éclate. Il a survécu aux saisies d'actifs car il était à son seul nom. Les informations du compte sont jointes. Cela devrait suffire à payer ses études universitaires et à lui donner un bon départ dans la vie. C'est la seule chose que je puisse faire pour elle maintenant et la seule chose qui reste de la fortune Santino qui n'a pas été bâtie sur des mensonges. J'ai lu la lettre 4 fois. Mes émotions passant de la colère à la tristesse, et enfin à une sorte de soulagement épuisé. Dorothy était mourante, et elle savait qu'elle avait eu tort. Julien sortait de prison et n'avait pas l'intention de perturber nos vies. Le cauchemar qui avait commencé il y a 7 ans était enfin vraiment terminé. Les informations sur le fonds en fiducie étaient légitimes. J'ai appelé la banque pour vérifier. 2 millions de dollars mis de côté pour l'avenir de Florence par une grand-mère qui avait réalisé trop tard que l'amour signifiait laisser partir. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Florence à l'école et je l'ai regardée courir à travers la cour de récréation vers moi, ses cheveux noirs volants et son visage rayonnant de joie. Elle s'est jetée dans mes bras avec la confiance totale d'un enfant qui n'avait jamais douté d'être désiré, aimé et chéri. Maman, devine ce que nous avons appris aujourd'hui? Quoi, ma chérie? Les arbres généalogiques. Madame Peterson dit que chaque famille est différente,
et c'est ce qui les rend spéciales. Sarah a 2 mamans, Tommy vit avec son grand-père, et j'ai la meilleure maman du monde entier. Elle m'a serré fort dans ses bras, et j'ai respiré l'odeur de la terre de la cour de récréation et du shampoing à la fraise, de l'enfance et de l'innocence, et de toutes les possibilités qui attendaient cette petite fille courageuse qui grandirait libre. Tu es assez spéciale toi-même, Florence Rose. Je sais, a-t-elle dit avec la confiance suprême d'une enfant de 6 ans à qui on n'avait jamais dit qu'elle n'était pas assez. Madame Peterson dit que nous allons dessiner nos arbres généalogiques demain. Peux-tu m'aider ce soir? Bien sûr. Ce soir-là, nous nous sommes assises à notre table de cuisine avec des crayons de couleur et du papier de construction, créant la version de Florence de notre arbre généalogique. C'était simple et beau. Juste nous deux, plus tante Emma et son mari et leur nouveau bébé, plus Ruby, qui était devenue comme une grand-mère pour Florence, plus nos voisins, les Johnson, qui aidaient avec le babysitting et partageaient leurs légumes du jardin avec nous. Et papa, a demandé Florence, s'arrêtant avec son crayon vert à mi-chemin du papier. Elle savait qu'elle avait un père. Je lui avais montré des photos et lui avais raconté des histoires adaptées à son âge sur Julian, en soulignant toujours qu'il l'aimait beaucoup, mais qu'il ne pouvait pas être avec nous en ce moment. Elle avait accepté cette explication avec le pragmatisme des enfants qui s'adaptent à la réalité qui leur est donnée. Tu peux le mettre là si tu veux. Elle a sérieusement réfléchi à cela, puis a dessiné une petite silhouette au bord du papier. Il est loin, mais peut-être qu'un jour il pourra venir nous rendre visite. Peut-être un jour, ai-je convenu. Elle n'a pas posé de questions sur les grands-parents car dans son monde, Ruby remplissait parfaitement ce rôle. Dorothy et Richard Santino n'étaient que des noms tirés d'histoires, pas plus réels pour elle que des personnages de livres, ce qui était exactement ce que je voulais. Après que Florence soit allée se coucher, je me suis assise dans le fauteuil à bascule de ma grand-mère et j'ai lu la lettre de Dorothy une dernière fois. Puis je suis sortie dans notre petit jardin où le jardin que j'avais planté il y a 5 ans fleurissait maintenant de légumes et de fleurs que j'avais choisis simplement parce qu'ils étaient beaux. J'ai allumé une allumette et j'ai regardé la lettre de Dorothy brûler. Les mots se transformant en cendres et s'envolant dans la brise printanière. Certaines fins, réalisais-je, étaient en fait des commencements, et certaines victoires valaient chaque bataille qu'il fallait livrer pour les remporter. À l'intérieur, Florence dormait paisiblement dans son lit, entourée de livres, de jouets et de dessins de notre petite famille. Demain, elle se réveillerait en sachant qu'elle était aimée, qu'elle était en sécurité, qu'elle avait le pouvoir de choisir son propre chemin dans la vie. Dorothy avait eu raison sur une chose. C'était le plus grand cadeau qu'une mère puisse faire à son enfant. Et c'était un cadeau qui continuerait à donner de génération en génération, longtemps après que le nom de Santino soit oublié. Et le prix de la liberté n'était qu'une histoire que nous racontions parfois sur la femme courageuse qui avait refusé de disparaître tranquillement dans les attentes de quelqu'un d'autre. La femme qui avait choisi l'amour plutôt que la loyauté, la vérité plutôt que la paix, et l'avenir de sa fille plutôt que son propre passé. La femme qui avait appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de partir. Et parfois, partir, c'est ainsi que vous gagnez tout ce qui compte.